Bonsoir à tous et bienvenue pour cette troisième et dernière conférence du cycle de conférences de la section jeux vidéo et réalité virtuelle du Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Une conférence qui est ce soir dédiée aux jeux indépendants sur console. Donc pourquoi cette conférence? Pourquoi maintenant? Parce qu'en fait on remarque que la Nintendo Switch a une politique avec le jeu indé que assez peu de gens pouvaient soupçonner au final à la sortie de la console. Quand elle a été annoncée, évidemment, c'était les grosses têtes d'affiche qui étaient annoncées, Mario, Zelda, etc. Et on se rend compte en fait que le jeu indépendant est devenu un petit peu... enfin, la Nintendo Switch est un peu devenue l'Eldorado pour beaucoup de développeurs de jeux indépendants. Donc on a voulu un petit peu s'interroger sur la politique des constructeurs de consoles vis-à-vis du jeu indépendant. C'est-à-dire que le jeu indépendant, quand il a émergé en tant que tel, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le jeu indépendant, a émergé en 2008-2010, et on voit que c'est différents constructeurs qui ont essayé un petit peu de tirer la couverture du jeu indé vers eux, notamment avec le Xbox Live Arcade au début de cette période. Et donc on va essayer un petit peu de dégrossir tout ça, d'essayer de voir un petit peu les politiques des constructeurs au fur et à mesure, et notamment pour finir avec le gros morceau qui est la Nintendo Switch et sa politique du jeu indépendant maintenant. Donc avec moi pour en parler, j'ai Nicolas Turcef, qui est journaliste à Gamecult notamment, et qui a également lui-même créé un jeu indépendant, qui s'appelle L'Anglais, si je ne me trompe pas. Nous avons Thomas Altenburger, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. C'est un développeur messin qui a co-créé le studio Flying Hawk, qui est à l'origine du jeu Neurovoider, qui a été porté sur Switch il y a quelques temps. Et nous avons Oscar Barda, qui est directeur éditorial de la plateforme Blacknut, qui est dédié aux jeux indépendants, et également co-créateur du studio Them Games. Donc on va démarrer un petit peu de manière scolaire, encore une fois, d'une manière chronologique. Il est là, le deuxième micro. On va démarrer d'une manière... Alors je précise qu'on est en live sur le Facebook du Shadok, donc shadok._EU pour Twitter et le Shadok sur Facebook. Donc on va démarrer de manière un petit peu chronologique en essayant de voir quel constructeur de console a voulu essayer d'attirer le jeu indépendant sur console, parce qu'il faut savoir que le jeu indépendant, ça a émergé, on va dire, principalement sur le PC et via Steam. Donc, selon vous, pourquoi et comment le jeu indépendant a été attiré sur console à l'orée des années 2010? Ça fonctionne direct ou pas? Oui. Bonjour déjà à tous. Je pense qu'après l'histoire est relativement connue. Je pense qu'il y a tout un écosystème qui a pu se construire, notamment parce que. Est-ce que vous entendez, excuse-moi, est-ce que vous entendez Nicolas? Là, si je parle plus près, ah oui, c'est voilà. Bon, comme ça, ouais, ok. Il y a tout un écosystème qui a pu se construire donc fin des années 2000, début des années 2010, à cause surtout de l'émergence des plateformes de distribution numérique. Donc ça. Pour les constructeurs, directement, ça représentait une manne qui était super intéressante parce que c'était un marché qui n'était pas du tout exploité, qu'ils ont voulu coloniser, etc. Donc le premier constructeur qui s'est vraiment lancé dedans, qui a eu l'idée en premier, on va dire, chronologiquement, ça va être Microsoft avec Xbox, avec le Xbox Live Arcade. Donc il s'est lancé en 2007, même avant en fait. Il était déjà en 2004 sur la première Xbox. C'était un shareware en fait, il se vendait, c'était un petit logiciel qui était sur un CD en fait, il fallait le commander auprès de Microsoft et donc du coup vous installiez le software sur la Xbox et vous pouviez ensuite télécharger quelques jeux, je sais plus exactement ce qu'il y avait dessus mais il y avait quelques jeux. Puis après quand ils ont lancé la Xbox 360, là directement nativement dans la console ils ont inclus le logiciel du Xbox Live Arcade.
avec des jeux notamment, du coup, comme son nom l'indique, très arcade, donc du jeu de billard, du Texas Hold'em, du Uno, ce genre de jeu-là. Donc il y avait une identité éditoriale qui est très, très tournée sur des mini-jeux pour du public casual à la base. C'était pas du tout l'image qu'on a maintenant du jeu indé qui est de niche pour des joueurs qui s'y connaissent un petit peu, etc. Non, c'était vraiment pour attirer le même public en fait que ce que visait Nintendo avec la Wii. C'était un petit peu leur initiative à eux à la base, c'était d'essayer d'attirer ce public qui jouait pas forcément aux jeux vidéo une fois de temps en temps, etc. Voilà, donc il y a eu ça, et il est arrivé que Xbox a eu l'idée de financer, en tout cas d'accompagner des projets plus originaux, des jeux qui tentaient plus de choses. Donc notamment il y a eu Bread en 2008 qui est sorti, le jeu de Jonathan Blow, et qui a eu un succès assez monstrueux, et pour ce que c'était à l'époque, un tout petit jeu qui durait 5-6 heures je crois à l'époque, ce qui était rien selon les standards. Et voilà, ça a super bien marché, et derrière il y a eu Castle Crashers, des jeux comme ça qui ont super bien fonctionné, et on s'est rendu compte qu'il y avait un marché pour des jeux qui ont une certaine ambition artistique, mais qui sont pas forcément des blockbusters ou même des AA, c'est-à-dire les jeux moyens de gamme qui coûtent quand même des millions à financer. Là, on se retrouve sur des budgets qui sont beaucoup plus petits, souvent avec des personnes seules ou en petite équipe de 5 personnes, de 5 développeurs. Et voilà. Donc, ça, c'était le tout début, mais après, je suppose que tu vas poser d'autres questions sur la suite. Alors moi, si vous voulez. Donc, ouais, je te rejoins, Nicolas. Moi, je vois, juste en complément, moi à l'époque, je voyais, il y avait deux facettes de la chose. Donc, il y avait effectivement le Xbox Live Arcade, qui était un édito de chez Microsoft, où effectivement, ils finançaient des jeux. Ils avaient un budget unique par jeu, et tous les jeux avaient le même budget, en fait, quand tu te faisais éditer par Microsoft. Et il y avait aussi un autre service chez Microsoft, c'était le Xbox Live Indie Games, qui était quelque chose de un petit peu plus underground. Et en fait, ce que tu disais, d'un côté, il y avait une manne financière avec tout ce qui était de vouloir faire des émules par rapport à l'Apple Store et d'autres choses comme ça. Et le Xbox Live Indie Games, c'était un accident. C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû exister en fait à la base. J'avais pu discuter avec les mecs qui ont fait ce service-là, parce que sur l'Xbox Live Indie Games, il y avait d'autres jeux qui étaient publiés dessus, et il y a plein de développeurs indépendants aujourd'hui qui ont le vent en poupe et qui ont fait leurs armes sur ce service-là à la base. Il y avait eu Blocks that Matter, notamment. Il y a eu Blocks that Matter, voilà, les Breath Français. of the Set, il y a To Save the World, Dust, Elysian Tale, Dust, ouais. Il y a eu il y a Limbo aussi. Et en fait, ce service-là, en fait, quand j'avais discuté avec les gens qui avaient créé ce service, c'est à la base une petite équipe de chez Microsoft qui était un petit peu, qui ont fait leur sauce de leur côté. Et ils étaient 4, 5, 6, et ils ont créé un soft qui s'appelle XNA, qui est extrêmement utilisé aujourd'hui pour faire des jeux vidéo. Et ils ont créé un service, et ils ont essayé de pousser ce service-là auprès de Microsoft. Et même eux ne savent pas comment c'est passé en fait. Parce que ce truc-là, ce n'était absolument pas dans la politique de Microsoft. Et du coup, ils ont quand même réussi à publier le truc. Le service est vraiment devenu live. Et il y a des jeux qui ont été publiés dessus. Et c'est quelque chose qui a quand même fait naître beaucoup de carrières, et qui a contribué au fait qu'on puisse revenir un peu à du garage game comme on avait dans les années 80, ou même avant. Chose qui n'était plus possible après dans les années 90, début des années 2000. Et ça fait partie un petit peu de l'essor du jeu indé tel qu'il est devenu aujourd'hui. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, quoi. Ouais, enfin, moi je suis assez d'accord avec ça, mais je pense qu'on partage un peu tous le constat. Il y a en plus la suraccessibilité, enfin Unity et tout, des plateformes de dev qui arrivent, qui simplifient l'accès et la création des jeux. Mais effectivement, le début du délire, c'est l'appétence un peu réciproque entre des devs qui ont fait des jeux et qui ont envie de faire des thunes avec, et des consoliers qui sont à chaque fois en début, milieu de cycle de vie des consoles, ils sont dans le délire de l'œuf ou la poule. En gros, c'est moi, j'achète pas ma console parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux dessus, et il n'y a pas beaucoup de jeux dessus parce que personne n'achète la console. Donc en gros, il va falloir trouver une espèce de manne de jeux qui va servir de point de départ en fait. Et maintenant, on le voit dans des lancements de consoles. On m'entend encore là ?
Ok. Ok, très bien. Et donc maintenant, on le voit dans des lancements de consoles récents. À chaque fois, c'est énormément de jeux. Ouais, on a qu'à faire détour le mic. Et donc voilà. Enfin, pour moi, c'est un truc où il n'y a pas d'événement singulier qui a fait que tout d'un coup, les indés ont débarqué sur console parce que les uns ou les autres en avaient envie. Tout le monde s'est aperçu que, en fait, c'était dans leur intérêt respectif. Mais c'est d'ailleurs pas que les consoliers en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous on bosse, donc moi je travaille sur une boîte chez une boîte qui s'appelle Blacknut, qui fait des partenariats avec des gens qui fabriquent des télés, des gens qui fabriquent des box opérateurs, des gens qui fabriquent des dongles, etc. Et tout le monde veut du jeu dessus en fait. C'est-à-dire que tout le monde s'est aperçu que avoir plus de contenu, c'est retenir plus ses clients en fait. Et donc nous, on essaye de mettre du jeu justement sur des milliards de trucs. Et comme on utilise le cloud gaming, on n'a pas besoin de les faire tourner en local sur un dongle qui n'a même pas de processeur. On peut faire ça. Donc je pense qu'à l'avenir, en fait, de plus en plus de devices vont essayer d'embarquer les jeux, soit les pré-embarquer à la base, soit embarquer des services qui les embarquent comme Netflix le fait, quoi. Après aussi, il faut se rendre compte de la révolution copernicienne, littéralement, que ça a représenté en termes de business aussi. Donc on avait avant le jeu indé, le Xbox Live Arcade et Steam, etc., on avait un modèle de retail, en fait, de jeux physiques qui étaient vendus à l'unité, etc., et où souvent, enfin presque tout le temps, le gros des ventes se fait dans la première semaine ou dans le premier mois. Et donc, ce dont on s'est rendu compte avec le Xbox Live Arcade, c'était que vu que c'était accessible sur le long terme à portée de clics ou de joystick, les ventes se faisaient maintenant sur le long terme sur ces ventes digitales. Et on le voit même encore maintenant où il suffit d'une ressortie sur Switch d'un titre indé, etc., pour que les ventes explosent. Et il y a un petit chiffre qui est intéressant, c'est que sur l'Xbox Live Arcade, en moyenne, il y avait 35% de retour sur investissement les 2 premiers mois, et c'était plus de 150% sur un an. Donc bon, voilà, on voit à peu près, alors que c'est vraiment, je sais pas toi, si tu as des chiffres sur ce que ça représente en retail, le retour sur investissement, ça représente que dalle, quoi. Alors que là, bon, on se dit, il y a potentiellement la possibilité de rentabiliser le jeu, même si au tout départ, voilà, il explose pas, quoi. Ouais, effectivement, les marges en retail sont souvent minuscules. Après, il y a plus récemment, il y a des choses telles que Limited Run Games qui font en fait des éditions collector limitées de jeux vidéo qui sont essentiellement à destination des collectionneurs, mais qui ont des marges beaucoup plus grosses parce que c'est un schéma qui fonctionne différemment. C'est pas du retail, mais le retail, effectivement, il y a une chaîne d'intermédiaires qui est telle que les marges à la fin sont véritablement ridicules sur certains volumes. Et effectivement, le online, ça a permis d'augmenter énormément les marges et donc d'avoir beaucoup moins d'enjeux et beaucoup moins de risques à recouper son propre jeu quand on publie online. Ouais, il me semble aussi que c'est important de rappeler que certes les consoles elles ont eu un appétit pour les jeux indés, mais ça s'est fait tout doucement. Effectivement, on peut saluer Microsoft qui l'a fait un peu en premier, mais au début c'était tu avais une marge mais de merdeux. Tu gagnais très très peu d'argent sur les ventes de jeux. Le maximum des jeux c'était 50 mégas. Et en fait, ça a augmenté tout doucement, etc. Mais c'est clairement cette vague-là du jeu indé qui a amené la dématérialisation du monde du jeu vidéo. Enfin, en immense partie, il y avait des centaines de jeux, etc. Et si Steam est là où ils sont aujourd'hui, c'est en partie parce qu'il y a plein de gens qui se sont mis au moment où la quantité de jeux augmentait, quoi. Alors j'ai une question qui me vient en tête. Moi, je pense au film Indie Game the Movie, que je pense que vous avez vu. Où en fait on voit le moment précis où Super Meat Boy est lancé
et le manque de communication assez flagrant entre Microsoft et les développeurs, en l'occurrence Edmund Macmillan et son collègue. Et on voit que en fait, ils rafraîchissent eux-mêmes la page du store, etc. Et qu'ils n'ont aucune communication de Microsoft, qu'ils sont un peu perdus et que le premier jour est extrêmement important pour eux de lancement sur une console. Qu'est-ce que ça vous inspire en fait, cette séquence par rapport au jeu qu'il y a entre les constructeurs et le lancement d'un jeu sur une plateforme? Toi, tu l'as vécu, non? Alors, j'imagine bien que à l'époque, et dans le cas de Edmund Macmillan, c'était un peu particulier. Après, la discussion qu'on a avec les constructeurs, elle est très procédurière. C'est des grosses boîtes, ils ont des procédures, ils ont besoin de valider plein de choses avec du marketing, avec les gens qui gèrent les back-ends, etc. C'est a priori normal par rapport aux mastodontes qui sont en train de piloter. Et aujourd'hui, enfin, je veux dire, pour moi, pour mon cas personnel, on observe effectivement qu'il y a une certaine friction quand on discute avec des constructeurs. Mais fort heureusement, après, derrière, en tout cas nous, pour notre cas, on fonctionne généralement avec des distributeurs ou des publishers pour pouvoir diffuser nos jeux. Et ce sont des personnes qui ont un dialogue privilégié avec ces plateformes-là et qui ont des managers avec qui ils peuvent discuter régulièrement et ils arrivent à débloquer des situations plus rapidement que si maintenant nous on devait traiter en direct avec eux. Donc il y a une chaîne de personnes qui permettent de faire les choses quand même à peu près correctement. Et puis on va dire que aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans et la situation de Super Meat Boy, je pense que les choses se sont largement améliorées. Parce que les éditeurs, les constructeurs, en tout cas maintenant, ils sont très à cheval par rapport à ce qui sort, quand est-ce que ça sort et de la manière dont ça sort. Donc c'est des choses qui sont beaucoup plus maîtrisées. Il y a toujours des indirections et beaucoup de va-et-vient et de latence par rapport à ça, mais c'est des choses qui sont beaucoup plus maîtrisées. Alors, au-delà de la politique de Microsoft et du Xbox Live Arcade, est-ce que vous avez l'impression que après justement le Xbox Live Arcade, ou peut-être qu'il y a eu une période de transition, quelque chose comme ça, est-ce que vous pensez, et qu'est-ce que vous pensez en fait de la politique de Sony par rapport aux jeux indépendants, notamment sur la fin de vie de la PlayStation 3? Est-ce que vous pensez que le jeu indépendant a commencé à un petit peu s'évaporer sur le Xbox Live Arcade et a commencé à être capté par Sony? Ou qu'est-ce que vous pensez de la politique de Sony dans ce sens-là? Est-ce qu'ils ont été bons? Est-ce qu'ils ont été plutôt mauvais? En fait, Sony, au moment où ils ont vu que ça commençait à cartonner, ils ont fait une autre stratégie complète qui a été de lancer leurs propres exclus. Et donc de se développer non pas en tant que console d'accès comme un store, mais en tant que plateforme avec des contenus à eux, et donc avec plus de curation, plus d'identité en fait. Donc une gueule un peu différente dans la façon de construire la marque. Et ça a fait que au moment où ils ont vu que ça décollait, ils ont lancé des contenus, et ces contenus, forcément, c'est du jeu vidéo, donc voilà, ça sort 3 ans plus tard. Et des contenus comme, des jeux, des œuvres, comme Journey ou comme The Unfinished Swan ou des jeux comme ça, ça a été vraiment pour eux des bons cartons, ça fait vraiment de l'argent. Mais en fait, ils se sont forgés une vraie autre identité à ce moment-là. Et c'est seulement au moment où ils ont commencé à en sortir que là, ils ont récupéré des jeux externes pour les rajouter sur leur plateforme. Mais les stratégies ont été vraiment très très différentes dès le début. Et alors que maintenant, on pourrait penser que tout se rejoint encore beaucoup, on voit que Sony est encore capable de mettre beaucoup de thunes sur la table pour des jeux qui sont à eux et en exclu, alors que Microsoft s'est un peu éloigné de ça. Même s'ils le font aussi, je veux dire, on va pas se le cacher, mais ils ont gardé encore des héritages de ça. Même si, que ce soit l'un ou l'autre, ils bougent tout doucement vers des systèmes d'abonnement. Ils l'ont tous dit, le 3, on a entendu à peu près tous les boss de toutes les boîtes, y compris les éditeurs, dire on va bouger vers des systèmes où vous payez tous les mois, Spotify, et vous avez tous les jeux que vous voulez, quoi. Pour répondre rapidement sur ce dont tu parles, cette espèce de transition dont on a eu l'impression, cette sorte d'abandonnement de l'Xbox Live Arcade où il n'y avait plus grand chose de frappant qui sortait et le relais qui a été pris par Sony, je me demande, ça c'est juste une question que je me pose, il faut se dire aussi que cette période qu'on appelait Next Gen à l'époque, c'était aussi la période où le blockbuster tel qu'on le connaît aujourd'hui s'est vraiment formé en fait. Et je me demande, est-ce qu'il n'y a pas eu un choix stratégique de la part d'Xbox
de mettre plus le paquet sur ce versant-là de leur identité, c'est-à-dire l'identité un peu américaine, justement, très exubérante, etc. De mettre ça en avant, qui rapporte beaucoup plus d'argent aussi, il faut se le dire complètement, plutôt que de rester sur ce Xbox Live Arcade où il y a des petits titres, etc. Mais bon, qui sont pas forcément très rentables. Voilà, je pense que ça a peut-être pu jouer et que Sony a une politique, une identité éditoriale différente et une image de marque différente qui peut-être ce pont vers l'indé était peut-être plus naturel chez eux en fait. Alors quand on s'est rendu compte quand même chez Xbox Live, chez Xbox, c'était quand même assez, comment dire, c'était coïncidental en fait, le fait qu'ils soient devenus les pionniers de l'indé, parce que à part bon, les quelques jeux qu'on connaît, Limbo, Braid, etc., Castle Crasher, le reste de Xbox Live Arcade, c'était du scoring, c'était du partage de leaderboard avec ses amis, c'était des achievements, c'était marketé là-dessus en fait. C'était pas du tout, on va vous offrir des petites expériences super artsy, etc. quoi. Non, ce qui correspond plus à Sony. Ouais. Mais ce qui est gaulerie d'ailleurs, c'est que, pardon, ce qui est rigolo, ce qui est tout à fait cocasse, c'est qu'au début, le Xbox Live Arcade, nous on en fait grand cas comme si c'était un truc un peu normal, mais tout au début, c'était un bordel à part, quoi. C'est-à-dire que Microsoft avait clairement identifié, genre, et ça, c'est les autres jeux, quoi. Les petits jeux, les jeux moins intéressants. Et ils n'avaient pas tort, parce que ça a été un peu les premiers, même avant Apple et avant le Google Play Store, à découvrir que quand tu ouvres un store à tout et n'importe quoi, tu attires des tombereaux de merde et tu te retrouves avec des tonnes de jeux pourris, quoi. Et donc eux, ils ont gardé ça dans un coin. Ensuite, ils ont eu une espèce de truc intermédiaire où il y avait les jeux indie Xbox qui sortaient du lot du Xbox Live Arcade. Et puis maintenant, en fait, ils ont vraiment, ils font plus de curation, donc de sélection des jeux. Et ils ont arrêté d'avoir le tas de fumier un peu dans un coin et le mainstream dans l'autre. Ouais, effectivement. Enfin, nous, moi j'ai vécu le shift dans le changement chez Microsoft. C'est-à-dire qu'effectivement avant ils avaient l'Xbox Live Arcade, bon ils l'ont plus ou moins toujours plus vraiment sous cette appellation-là, mais en fait ils ont vraiment effectivement mis un holà, arrêté de vraiment peut-être essayer de pousser ce service-là. Et nous par exemple au début de la Xbox One, on a un jeu, on bossait avec Microsoft dessus et ils l'ont du jour au lendemain ils l'ont kill en fait. On a un jeu qu'on avait quasiment fini et il a été annulé. Et en fait ça on l'a. Oui, ouais, c'est bon. Ça, nous, on l'a vu et je ne sais pas si ça a été réellement le cas, mais on l'a vu, en fait, c'était à l'époque où le boss de la partie entertainment de chez Microsoft avait changé. Et en arrivant, il a fait le ménage. Il a dit moi, la Xbox, je veux qu'elle aille dans ce sens-là. Et les indés n'étaient pas avec. Et du coup, nous qui avons un jeu dans les cartons, ils nous ont dit du jour au lendemain, écoutez, va falloir arrêter. Et là où je trouve où c'était futé de la part de Sony de pousser ça sur la fin de la PS3 et de continuer ça pile au début de la PS4, moi à mon sens c'est ce qui a fait la différence entre le succès de la PS4 et de la Xbox One. Parce que c'est ce que tu disais en introduction, c'est que c'est ce qui a permis à la PS4 d'avoir un catalogue Day One. Et ce que la Xbox One n'avait pas. Et je pense que c'est quelque chose qui a vraiment pas été étranger au fait que la PS4 prenne une longueur d'avance dès le début. Je crois aussi qu'il y a quand même le staff, il faut saluer le staff de gens qui sélectionnent les jeux chez Sony et qui sont vraiment hyper bons, qui vont dans tous les events. Le moindre truc de petits indés dans un bar à Austin, vous croiserez un mec de chez Sony, ou une nana d'ailleurs, parce que maintenant il y a des filles. Saluons les progrès quand on les trouve. Hein. Mais là où moi je trouve qu'ils ont été très bons, c'est qu'ils ont très vite détecté au moment où c'était en train de se faire qu'on arrivait vers tout un pan de jeux indés qui allait plus être pris dans des époques. Tu vois, c'est-à-dire que Limbo, il est dépassé complètement, mais en fait dans 15 ans ou 40 ans, il serait encore jouable. Tu vois, il aurait une gueule qui était assez unique pour qu'il conserve un look qui n'était pas daté. Et je trouve que ça a été vraiment une sortie de l'espèce d'historicité un peu imposée
qu'on avait jusque-là, en fait. C'est-à-dire d'avoir des jeux qui, parce qu'ils se fabriquaient des gueules un peu différentes, ils allaient pouvoir être extraits un petit peu de leur période et ressortir à des moments un petit peu différents de l'histoire des consoles, et pas avoir les trucs où ah non mais ça c'est la génération d'avant, ça c'est la génération d'aujourd'hui et ça c'est la génération d'après, quoi. Mais pour rebondir rapidement sur ce que tu disais sur le flair de Sony, ça c'est aussi une de leurs qualités qui ont fait qu'ils ont réussi à se monter un catalogue. Et on le voit, je pense que le meilleur témoignage de ça, c'est de voir que Annapurna Interactive, donc c'est la filiale jeux vidéo du studio de production hollywoodien Annapurna, qui a en fait débauché une bonne partie des gens de chez Sony, de leur division de sourcing, en fait, de ceux qui dénichent les talents. Et on voit qu'ils, chez Annapurna Interactive, ils ont le meilleur catalogue, enfin un des meilleurs catalogues indés, donc avec notamment What Remains of Edith Finch, Down County, Ashen, ce genre de jeu. Très... Hein, Korogora, effectivement, qui est très très bon. Voilà. Et parce qu'il y a ces gens-là derrière, qui viennent pas de nulle part. Voilà, c'était des gens qui étaient chez Sony et qui sont juste passés chez Annapurna. Ils avaient déjà l'expérience, ils ont un talent fou. Et voilà. Juste un petit moment, parce qu'il me semble qu'on a sauté une petite étape, qui est anecdotique peut-être, mais enfin pas pour moi, parce que ça joue pour l'identité éditoriale. C'est le WiiWare, en fait. Sur le WiiWare, il y a eu quand même deux, trois trucs qui sont à mon avis constitutifs aussi de ce qu'est devenu le jeu indé, dans le sens où ce à quoi on pense quand on se représente éditorialement, artistiquement, ce qu'est le jeu indé. Et notamment sur WiiWare, il y a eu des jeux comme My Pokémon Ranch ou Crystal Chronicles My Life as a King. Donc c'est des petites expériences qui tentaient vraiment de sortir un petit peu du moule, qui proposaient des mécaniques un peu différentes. Et voilà, Nintendo aussi a été là-dessus, même déjà avec la Wii. Et notamment, il y a aussi Telltale qui a sorti, avant The Walking Dead, Telltale a sorti sur le WiiWare une série de jeux. C'était Strong Bad School Game for Attractive People. Personne n'a entendu parler, mais c'est pas grave. Mais voilà, il y avait aussi des précurseurs qui étaient là chez Nintendo. Peut-être qui expliquent après leur retour sur le Switch. Je sais pas, Thomas en parlera mieux. Ouais. Mais ça, voilà. C'est ce que tu dis par rapport au WiiWare, c'est un petit peu la politique générale de Nintendo. C'est-à-dire que Nintendo, ça les intéresse pas forcément, ils trouvent pas intéressant de refaire les mêmes jeux tout le temps. Et c'est pour ça, par exemple, que maintenant que Nintendo est arrivé sur mobile, leur objectif, c'est clairement pas de ressortir les jeux consoles sur mobile. À chaque fois, c'est des expériences nouvelles et différentes. Et je pense que c'est ce que tu dis du WiiWare, c'est né un peu de ce truc-là, quoi. C'est que eux, ce qu'ils veulent, c'est quand il y a une nouvelle plateforme et qu'ils mettent un jeu sur une nouvelle plateforme, c'est une nouvelle expérience, c'est un nouveau jeu. C'est les mêmes licences, mais c'est quelque chose de nouveau. On l'a rapidement évoqué, mais je pense qu'on va maintenant y arriver. La Nintendo Switch. Est-ce que la Nintendo a été claire dès le départ, parce que c'est vrai que la Switch était quand même une annonce et une sortie assez éclair, enfin assez rapprochée en fait les unes des autres, assez étonnant pour une console. Est-ce que dès le début, dès les annonces, est-ce qu'on pouvait se douter, ou est-ce que Nintendo a été clair sur la politique qu'ils allaient mener par rapport aux jeux indépendants? Oui, plutôt oui. Assez tôt dans la console, même il me semble avant que la console s'appelle Switch. C'était, en tout cas dans les cercles d'initiés, c'était relativement clair que Nintendo était open à tout ce qui était indie, qu'ils avaient des canaux, etc. Et même en amont, ils avaient commencé à ouvrir leur plateforme de développement. Déjà sur la fin de la Wii U, ils ont commencé à ouvrir tout ça, où n'importe qui, enfin je dis monsieur tout le monde pouvait s'enregistrer auprès de Nintendo en tant que développeur et leur proposer un jeu. Et ça, c'était déjà une avancée énorme par rapport au circuit classique qu'il y avait par rapport à avant pour communiquer, ne serait-ce qu'avec Nintendo. Et donc on le savait avant que la Switch arrive, que quelque chose allait arriver. Et puis en plus, bien sûr, on avait des copains, peut-être on ne savait pas ce qu'ils avaient, hein, mais on savait que c'était la prochaine Nintendo et qu'il y avait des opportunités, qu'il y avait des choses à faire, etc. Donc nous, très tôt
dans ce processus-là, on essayait d'aller vers Nintendo, de comprendre ce qui se passait, de voir s'il y avait des trucs à faire, etc. Mais ouais, on le savait, on savait qu'il y avait des trucs. Ouais, non, moi je voulais juste préciser sur cette histoire-là que en fait la Switch elle avait un énorme avantage par rapport aux autres contrôles, aux autres consoles Nintendo de juste avant. C'était un control scheme, enfin une manière de contrôler les jeux qui est hyper transparente par rapport au reste en fait. Donc une énorme facilité de portage. Et ce qui a beaucoup aussi amené les gens, enfin les devs indés vers la Switch, un peu moins tout au début, mais dès qu'elle a commencé à avoir un peu d'ampleur, c'est le fait que il faut savoir que dans le reste de l'industrie, il y a un truc qui s'appelle l'Indiepocalypse. Levez la main qui a entendu parler de l'Indiepocalypse. Ok, pas tout le monde. Il faut imaginer que dans le jeu vidéo, il y a à peu près un peu plus de 400 jeux qui sortent tous les jours. Donc c'est très très dur de faire de la com, c'est très très dur de faire des ventes. Il y a des gens qui bossent 3 ans sur leur jeu, ils font 4 ventes. 4. Pas genre j'exagère, 4 ventes le premier mois. Donc il y a des jeux qui se vendent pas du tout. Alors c'est peut-être qu'ils sont pas ouf, mais il y en a aussi des corrects qui se vendent vraiment pas du tout. Donc dans le jeu vidéo, ça c'est une énorme problématique pour beaucoup de gens qui développent des jeux. C'est une problématique qui n'est pas propre aux jeux vidéo, qui nous est un peu tombée dessus maintenant, parce que nous on arrive à un âge adulte où effectivement on dit oh, 400 jeux vidéo qui sortent tous les jours, c'est un truc de ouf, mais en fait non, pas du tout par rapport à la musique ou aux bouquins. Ouais, exactement. C'est juste, nous, en fait, on rentre dans la norme. On était dans les années 90, on était super heureux parce qu'il y avait une rédaction de 30 pecnos qui arrivait à jouer à tout ce qui sortait parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, il y a juste tellement de jeux qui sortent, que ce soit sur mobile, les jeux flash sur console, etc., ou PC. Il y a des milliers de jeux qui sortent et donc on doit rentrer dans un âge, et je prêche un peu pour ma paroisse, mais on doit rentrer dans un âge en fait où il y a des gens qui vont faire, on parlait des teams de Sony et de Xbox, qui vont faire le filtre en fait, qui vont... nous en avons des bons exemples ici. Des gens qui vont jouer à des centaines de jeux. Moi, je joue à un peu moins d'une centaine de jeux par semaine et qui ensuite vont sélectionner les meilleurs pour les mettre sur des catalogues et en gros retrouver ce qu'on appellerait les radios en fait du jeu vidéo, c'est-à-dire des plateformes ou des intermédiaires de découverte qui vont nous permettre de les amener. Et Nintendo, ils ont compris ça tout de suite. Et sur la Switch, ils ont fait du gatekeeping, donc garder la porte, très littéralement. Et ils ont dit, on ne sort pas tout, on ne fait pas le Google Play Store où il y a tout et n'importe quoi. Et ils ont fait hyper gaffe à ce qu'ils sélectionnaient sur leur plateforme pour garder un contenu de qualité. Parce qu'en fait, tu parlais du Wii Store qui a été pendant longtemps quand même un répertoire d'assez mauvais jeux ou de jeux médiocres, quoi. Il n'y a pas eu de grands cartons dessus, donc les gens ne faisaient pas beaucoup d'argent, etc. Et en fait, la scène indé, on pourrait croire que ça les frustre énormément, les gens qui font des jeux et tout, parce que moi je suis aussi créateur de jeux. Et on pourrait croire que c'est hyper frustrant qu'il y ait des gens qui vont vous dire « Ah bah je vais juger ton jeu, et puis s'il est nul, je ne le mets pas sur ma plateforme. » Et en fait non, c'est super gratifiant, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'aller sur une plateforme où on est sûr de ne pas être noyé sous une quantité, dans un océan de jeux médiocres, en fait c'est vraiment hyper rassurant. Et ça, je pense que comme Nintendo l'a fait directement, l'a rendu hyper clair dans sa stratégie, et les gens se sont dit ok, on va tester d'aller sur Switch. Je sais pas si... Après, je me demande dans quelle mesure ça peut durer en fait. Je suis assez d'accord avec toi sur ton analyse dans le sens où il faut une curation effectivement. Maintenant, tout le monde peut faire un jeu depuis chez lui avec un Unity, Unreal, un moteur gratuit, n'importe lequel. Bon voilà. Donc du coup, il faut qu'il y ait un filtre effectivement. Mais ce que je vois en ce moment et ce dont on parlait avec Thomas juste avant, c'est que on se retrouve finalement dans la même situation, enfin en tout cas une situation assez similaire de ce qui s'est passé avec Steam, même sur Switch. Donc là, il y a 1 an et demi, 2 ans, ça fait combien de temps qu'elle est sortie à Switch? 2 ans. Et donc il y a eu cette période qui est passée, cet espace dans lequel il fallait que les développeurs s'insèrent pour essayer d'avoir comment dire, une mainmise sur ce tout nouveau marché et essayer de capter les premiers acheteurs, etc. Mais maintenant, l'offre sur Switch, elle commence à être balèze. Évidemment pas au niveau de Steam, mais voilà, Thomas, tu me disais que les ventes étaient divisées par 10 chez tes potes, entre toi ce que tu as touché, voilà. Donc voilà, je me demande à quel point on réplique pas juste le même schéma, parce que j'ai pas l'impression que Nintendo met vraiment le pied sur le frein et que des bons jeux, il y en a beaucoup, ils le savent, et ils ressortent presque tous les bons jeux qu'on a vus sur Steam sur Switch. En tout cas, les bons jeux dans le sens ceux qui ont fait beaucoup de ventes et qui sont démarqués dans la presse, quoi. Oui, bien sûr. Après peut-être que Nintendo, si tu veux, se met pas assez la hola. Moi, je dis juste que systémiquement, ils ont dit il va y avoir une hola, que ça a attiré beaucoup de gens vers eux. Mais effectivement, peut-être qu'ils le font pas assez, peut-être qu'il y a des quantités de jeux à sortir par jour ou par mois, etc. C'est un truc super dur.
Après, on n'est pas dans le secret des dieux, donc effectivement, on ne saura pas exactement. Mais... Pour le coup, moi, c'est mon taf quotidien de tester des jeux et de choisir lesquels vont sur ma plateforme, etc. Et c'est un. Mais enfin, pour moi, toi, tu dis c'est un truc dont il va falloir qu'on sorte parce qu'à un moment, il y en a trop. Moi, je dis, regarde UGC, regarde tous les cinémas du monde, ils en sont pas sortis. Ils ont quand même des programmateurs qui regardent des tonnes de films et qui choisissent, si tu veux, leur programmation. Après, eux, ils sont limités effectivement par un espace physique, le nombre de salles de Cinoche. Nous, on n'est pas limité sur les plateformes, mais on doit le faire en fait. Nous, on a fabriqué une limite. Je vais te filer mon micro dans 3 secondes. Nous, on a fabriqué une limite qui est il faut qu'on soit capable d'écrire une newsletter avec tous nos jeux qui sortent dans la semaine. Parce que notre limite, c'est pas un nombre de salles de ciné, c'est on se fixe la limite d'attention qu'on attribue à nos utilisateurs en fait. Oui, alors par rapport à la limite, bien sûr, nous, développeurs, on espère qu'il y en aura une. Parce que c'est tout dans notre intérêt et que ça nous force à faire quelque chose de plus qualitatif pour que ça passe. Et donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde et ça fait remonter un petit peu le niveau de l'industrie de manière générale. Sauf que il y a un modèle aujourd'hui qui prouve qu'il n'y aurait a priori pas de limite, c'est Steam. Parce que Steam, ils sont au degré 0 de l'édito, ils acceptent tout. Et du coup, ça fait une pluie de titres qui sort sur la plateforme, et la plateforme, elle n'est absolument plus viable. Et le truc, c'est que pourquoi est-ce que eux, ils mettraient un édito ou pas? Eh ben, au final, ils n'en ont pas d'intérêt. Steam, c'est un supermarché. Dans un supermarché, il y a des étalages, il y a des rayons de plein de trucs, tu as toutes les marques de tout ce que tu veux, mais tout n'est pas consommé, etc. Et en fait, Steam, eux, leur but, c'est clairement, c'est un supermarché, eux, c'est faire de l'argent. Qui est 10 jeux ou 1000 jeux qui sortent, eux, c'est pas leur problème. Eux, ce qui leur importe, c'est qu'il y ait le plus de produits possible et qu'il y ait des ventes. Ouais, mais si tu veux, ça, pour moi, cette vision-là, c'est méconnaître la façon dont marchent, par exemple, des supermarchés comme Target ou Carrefour. Chez Carrefour, il y a des gens qui négocient le rayonnage, la position dans le rayonnage, etc. Ils prennent pas tout et n'importe quoi, Carrefour. Tu vois, ils sélectionnent spécifiquement. Et il y a vraiment que sur le net qu'on peut faire des conneries, genre whatever, on accepte tout, etc. Même les set flip, même n'importe quoi, etc. Et se vendra ce que se vendra. Pour moi, c'est une stratégie de teubé parce que globalement, à terme, si tu veux, en fait, c'est ça. Tu ne seras plus jamais une plateforme où on peut trouver les jeux. Tu vois, tu seras plus jamais une plateforme de découverte, c'est plus possible en fait. Donc eux, de toute façon, enfin, on est d'accord que leur UI, de toute façon, elle est pas dingo. Enfin, moi, ma mère, je lui dis comment s'appelle mon jeu, jamais de la vie, elle pourra le trouver là-dedans. Mais pour moi, il y a ouvrir toutes les portes en se disant, on va être un supermarché infini. Tu peux dire, non, enfin, il y a Google pour faire ça en fait. Pourquoi est-ce que tu ferais ça en double? Ouais, non, moi je suis plutôt d'accord avec l'analyse de Thomas. Et ce que tu dis sur Carrefour ou les chaînes, etc., c'est que la grosse différence, à mon avis, c'est que c'est un secteur régulé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des lois, il y a des process, en fait, si tu veux, entre les négociants, il y a des syndicats, il y a des... Ouais, mais pas que, c'est aussi l'intérêt de Carrefour de ne pas mettre n'importe quelle merde sur leurs étalages. Laisse-moi avoir des doutes là-dessus. Je comprends que l'analogie, elle est peut-être pas parfaite, mais après, dans le commerce retail, tu as des problématiques de stockage, de péremption, etc. Donc effectivement, tu peux pas forcément faire tout. Un jeu vidéo, c'est immatériel. Il est dans un point de serveur et il est disponible à la vente quoi qu'il arrive. Et nous, on le voit très clairement. Hein, Steam, ils ont vraiment aucune volonté de curation, quoi que ce soit. Eux, ce qu'ils veulent, c'est alimenter. J'avais presque fini. Mais ouais, c'était juste pour dire que Steam, ils ont vraiment aucune volonté de faire de curation et vraiment de balancer. Et ça rejoint plein d'autres stores. Ça rejoint Amazon. Amazon, ils ont même des vendeurs tiers avec plein de choses et tout et n'importe quoi qui peut être vendu. C'est à partir du moment où Steam, ce qu'ils veulent, c'est être la plateforme monopole. Et d'ailleurs, c'est le cas. Hein, c'est plus de 90% du jeu PC. Et ils veulent le rester. Et c'est pour ça qu'ils veulent que tout le temps, à tout instant, soit disponible sur Steam. Et c'est ça le principe, quoi. C'est vraiment, ils veulent que dans la tête des gens, ça soit je veux un jeu vidéo, qu'est-ce que je fais?
Je vais sur Steam. Je veux acheter un bouquin. Je fais quoi? Je vais sur Amazon. C'est vraiment, ils veulent instaurer une marque, ils veulent instaurer un truc, et ils veulent instaurer un marché pseudo unique pour eux en fait. Et la solution qu'ils ont, c'est on ouvre tout et on met tous les jeux et on accepte tout et on vend tout. Ce qui marche jusqu'à ce que tu aies des gens qui, avec une identité, s'imposent contre eux. Et quand il y a Cyberpunk qui va sortir et qui sera en exclu sur GOG et qui ne sera pas sur Steam, bah, ils vont se faire un peu couiller. Et quand les gens auront compris que tu pouvais faire de l'argent en faisant des exclus, etc., vont réémerger des différents stores avec différentes exclus, etc. Tout le monde pensait que Netflix allait être hégémonique et que personne ne le rattraperait jamais. Et après, tu as Hulu et Amazon Prime qui font des trucs avec des exclus et qui se mettent à reprendre du poil de babette. Oui, mais qui sont encore quand même très très loin de Netflix. Tu casses pas un monopole aussi massif avec juste un autre acteur qui émerge, qui a une identité un peu différente. Je pense que c'est plus complexe que ça. L'emprise de Steam actuellement, elle est depuis des années d'ailleurs, elle est trop puissante. Maintenant, on a vu GOG déjà qui a essayé de trouver une alternative avec le DRM, Google, des trucs comme ça, tu les déloges pas aussi facilement. Et je pense que le terrain qui peut être intéressant d'explorer, c'est la régulation. C'est d'essayer de voir comment on met en place des intermédiaires entre développeurs et plateformes, comment on essaye de pas faire une concurrence vers le bas, parce qu'il faut dire quand même que avec 400 jeux par jour, il y a des pots qui sont cassés. Il y a des développeurs qui bossent 3 ans et qui sont rémunérés que dalle, qui peuvent pas mettre de la bouffe sur la table. Enfin voilà, c'est ça la conséquence très concrète aussi de ce genre de politique éditoriale où on accepte tout, bon sauf les jeux où il y a du cul dedans. Ils ont dit non, ça on veut pas. Mais voilà. Ouais, donc, les nazis ok, mais pas les nazis ok. Voilà. Non, donc je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir collectivement. C'est-à-dire pas que ce soit Valve qui décide dans son petit coin des États-Unis. Ça a marché comme ça. Tous les développeurs ferment leur bouche et voilà. Mais qu'il y ait une sorte d'organisme forcément international, parce que le jeu vidéo est une industrie trop mondialisée pour que ça soit différent. Mais voilà, que les développeurs aient un process peut-être entre eux aussi de dire, là on va mettre un veto sur ce jeu ou on va accepter tel jeu en concertation avec Valve, avec les plateformes, etc. Mais voilà, essayer de mettre un petit peu d'ordre et de bonne entente dans ce milieu où à chaque fois que je vais sur Twitter et que Valve a pris une décision, il y a tout le monde qui pousse des cris d'orfraie parce qu'ils savaient pas, ils n'avaient pas du tout entendu parler. Ça change leur business model du jour au lendemain. C'est encore le Far West quand même, beaucoup de jeux vidéo, je trouve. Ouais, mais qui est en plus une problématique plus ample que simplement. Ça concerne plus de choses que Valve. On a le problème avec Facebook et avec Twitter, etc. Des plateformes qui s'autorégulent, qui font ce qu'ils veulent, et puis voilà, tant pis pour tous les autres, quoi. Alors, je vais revenir un peu sur la Switch. Enfin, je voulais aborder d'abord une question. Il a un fil rouge et il le respecte. Et ça, on peut l'applaudir. Et encore, là, non, je vais justement pas le respecter. On parlait d'Indiepocalypse. Je voulais savoir si vous pensez que, même en dehors de la Switch, là, parce que bon, ce qui sort de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que les constructeurs servent un petit peu de curateurs en fait aussi pour l'accueil des jeux sur leur console. Mais est-ce que vous trouvez pas que quelque part quand même l'Indiepocalypse se voit aussi sur console, notamment sur le PS Store ou même pour le Xbox, le Xbox Live Archive ou son équivalent maintenant, ou même sur la Switch. Dans le sens où tu veux dire on voit trop de jeux, c'est ça que tu veux dire? Trop de jeux, oui, ça je suis relativement d'accord avec toi, dans le sens où c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on tombe dans le jeu indé dans la même logique qu'on a avec les blockbusters et tous ces remasters en fait. Bon là ça va être des portages, mais on recycle des succès. C'est pas contre toi, hein, je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'effectivement il y a un manque d'innovation parce que on a attrapé quelques genres, quelques trucs qui fonctionnent dans l'indé. Notamment on a le roguelike, on a les jeux de survie, les trucs un peu plus bac à sable, etc. Bon voilà, il y a eu cette cristallisation du marché indé hein, il est plus aussi, on va dire, fou et fébrile qu'au début sur Steam. Et donc voilà, ça s'est cristallisé et
du coup, à mon sens, je trouve qu'il y a moins d'innovation, ou alors il faut vraiment aller dans le très underground pour aller dans des jeux, notamment dans le mouvement du queer games ou dans le scratchware, ce genre de choses-là, pour aller voir des trucs qui sont vraiment innovants. Mais oui, moi j'ai l'impression qu'effectivement la saturation du marché a contribué, paradoxalement, à ce qu'on retrouve à peu près le même genre de jeu, parce que c'est moins de prise de risque. C'est assez logique. Un développeur qui arrive sur le marché, il voit l'état, il voit qu'il y a 4500 jeux par mois ou un truc comme ça. Non, par an, pardon, c'est ça. C'est par an ou par mois? Non, oui, non, mais j'avais vu une stat aussi sur le... Bon, c'est pas grave. Enfin bref, il y a beaucoup de jeux qui sont publiés, donc du coup, forcément, il voit la dernière tendance et il peut pas se permettre de prendre le risque, parce que sinon, il va couler, de faire un truc super arty où tu joues, je sais pas, John Fitzgerald Kennedy qui se promène dans son jardin un jour d'été. Voilà, ça c'est pas possible. C'est plus possible parce que il va juste pas se mettre bouffer sur la table, voilà. Alors, il y a un peu de ça. Enfin, de mon côté, en tout cas, moi, de la manière dont je le vis, c'est que il y a une partie effet de mode, dans le sens où si on chope une niche, c'est intéressant de peut-être transformer l'essai ou de continuer à creuser dedans. Mais après, en termes d'innovation, je pense que tout développeur aspire à innover. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas forcément l'opportunité d'innover. Parce que innover, c'est beaucoup de sérendipité, c'est du slow cooking, il faut prendre son temps. L'innovation, ça vient pas en se disant waouh, j'ai une idée de génie, je vais faire un jeu révolutionnaire. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend difficilement de convaincre des gens aussi. Parce que si maintenant on a besoin d'aller chez des publishers, etc., pour pouvoir se financer ou autre, pour avoir de l'assistance pour publier un jeu, c'est parfois plus délicat d'avoir de l'innovation. Alors après, il y a des éditeurs qui sont spécialisés dans des jeux innovants, etc. Mais beaucoup d'éditeurs aiment avancer en terrain inconnu. Ils aiment avoir des produits qui savent marketer, qui savent dans quelle niche taper, et qui savent qu'ils pourront, qu'ils sauront comment déployer le truc, le marketer et tout. Donc c'est un espèce d'écosystème de tout, et qui fait que même si on a vraiment la volonté véritable de le faire, il y a pas mal de verrous, et que effectivement après c'est plus du côté des hard games, etc., qu'il y a vraiment des choses plus cool qui se passent. C'est le truc complémentaire de faut que ça se vende pour que ça se fasse, mais il faut que ça se fasse pour que ça se vende. Donc il faut faire des trucs innovants et un peu weird et chelous, parce que sinon les gens se lassent. Et si tu le fais trop vite, c'est trop bizarre et personne l'achète. Et si tu le fais trop lentement, les gens s'emmerdent et ils arrêtent le jeu vidéo, quoi. Et ça, c'est un... Enfin, il y a des plateformes qui poussent ça plus en avant, hein. Enfin, nous, on essaye de faire ça, mais moi, à chaque fois que je peux parler à quelqu'un qui bosse dans le jeu vidéo, qui fait le métier de découvrir des trucs chelous, je lui dis, j'ai trouvé un jeu que tu connais pas, à tous les coups, il est sur Itch.io, quoi. À tous les coups, c'est genre, il n'y a aucun doute, c'est un truc. Il y a des monceaux de jeux qui font 4 téléchargements, et parmi ceux-là, il y a des merveilles, des daubes, mais il y a des merveilles aussi, quoi. Donc ce truc-là, en fait, que tu dis de la tension innovation, marketing, etc. Aujourd'hui, en fait, il y a effectivement toute une scène des hard games qui n'attend pas du tout la question du marketing et qui fait ces jeux complètement craqués, géniaux. Et pendant ce temps-là, les grosses boîtes, elles ont plus tendance à déguiser l'innovation, enfin à faire de la fausse innovation en disant hey, regardez, on a mélangé le roguelike et le FPS. Oh, regardez, on a mélangé des deux trucs qui marchent super bien. On a fait un roguelike Battle Royale et c'est sûr que ça va marcher. Donc en fait, sur l'innovation, pour moi, j'ai moins peur que je n'avais il y a quelques années. Qu'on s'épuise, en fait, parce que j'ai l'impression que même si elles sont pas mises en avant, il existe maintenant beaucoup plus ces scènes d'émergence en gros pour les petits jeux. Il faut juste que vous sortiez tous un petit peu des grandes plateformes et que vous alliez un petit peu sur Itch.io. Je sais qu'il y a William là qui fait ça tout le temps. Alors, on va revenir sur la Switch maintenant. Qu'est-ce qu'on appelle indies? Est-ce que les nindies, pardon, et est-ce que c'était quelque chose que vous pensez que Nintendo avait anticipé, préparé, en fait, ce genre de choses, ce genre d'annonce, en fait, et ce genre comment dire, oui, d'annonce, en fait, très simplement. J'ai pas d'autres mots qui me viennent.
Ça rejoint un peu. Ouais, les 1, 2, ouais, mieux. Les Nindies, c'est en fait c'est les jeux indépendants indie tels que Nintendo les appelle. Parce que si Nintendo, c'est les Nindies. C'est une espèce de pseudo-marque qu'ils ont essayé de mettre en place. Ce qui est plutôt cool. Parce qu'ils se créent eux-mêmes une marque et une visibilité pour des gens qui sont clairement un peu pas vraiment sur le même marché que les gros jeux. C'est vraiment, il y a un marché à deux vitesses. C'est vraiment comme dans le cinéma. Il y a les blockbusters et il y a le cinéma indépendant. Et qui mettent ça en avant, c'est une bonne chose. Et ouais, voilà, ils le labellisent. Et est-ce qu'on l'a vu venir On savait que Nintendo allait ouvrir un peu les vannes par rapport à ce qu'ils allaient autoriser sur leur store, mais on ne savait pas forcément qu'ils allaient vraiment essayer de le mettre en avant en les brandant. Ça, c'est vraiment venu du jour au lendemain. Et Nintendo, ils ont une manière très particulière de gérer ça, dans le sens où nous, on a déjà eu, par exemple, un jeu dans un Nintendo Direct, c'est des conférences en ligne que Nintendo ils font pour présenter des jeux, et on ne savait pas que notre jeu allait être dedans. Donc c'est vraiment du jour au lendemain. Des fois, il y a un mec de chez Nintendo qui vient nous parler et qui nous dit ouais, est-ce que vous aurez un logo, un slide et une image ou une vidéo ? Et on demande pourquoi, on ne sait pas, on demande juste ça comme ça. Tu sais. Et 3 mois après, on regarde nous-mêmes le live parce qu'on aime bien voir ce qui se passe aussi. Et au bout de 3 minutes, tu vois ton logo de ton jeu dedans et tu te dis qu'est-ce qui se passe ? Et t'as d'autres développeurs qui commencent à te contacter et qui te disent toi aussi t'as ton jeu dedans et ça s'est passé comment pour toi ? Oh bah je sais pas, on n'a jamais rien demandé. Ah toi aussi, ok, bah, enfin voilà. Mais ça dépend. Ça c'est quand c'était au début de la Switch, quand ils étaient vraiment en mode on annonce et on balance la purée. Ils étaient particulièrement un peu à l'arrache sur ces aspects-là. Mais a priori, maintenant, aujourd'hui, ça se fait de manière beaucoup plus carrée, beaucoup plus préparée. Et quand je discute avec d'autres développeurs qui ont leur jeu featuré à l'E3 ou des trucs comme ça, c'est carré de ouf, quoi. Nintendo les fait chier pendant 1 mois en mode il a des démos, il faut qu'on la fasse comme ça, il faut que vous rajoutiez ça, il faut le changer. Et puis, vu que c'est pas les mêmes services, il y a les services marketing, il y a les services ça et ça et ça, les gens se recoupent pas forcément. Il y en a des demandes différentes de côté comme de l'autre. Et du coup, mais c'est vraiment. Juste là-dessus, effectivement, tu as tout à fait raison que maintenant, ils sont beaucoup plus chiants, ils sont beaucoup plus présents avec les gens qui choisissent, puisque donc il y a des staffs de curation, de sélection des jeux. Mais aussi, on a moins le truc que tu citais tout à l'heure dans Indie Games il y a 10 ans. Maintenant, moi, j'ai plein de potes en indé qui, quand ils sortent des jeux sur des grosses consoles, le consolier, il les appelle, il les tient au courant, il leur envoie des cadeaux, ils font la teuf ensemble, ils leur font des teufs, etc. Donc, il y a aussi une humanisation du rapport entre les gens qui fabriquent des plateformes, que ce soit des consoles de jeux ou d'autres plateformes, et tu vois, ou même des éditeurs, etc. Et les gens qui fabriquent des jeux, quoi. Le soin humain, c'est quand même beaucoup construit ces dernières années. Et j'espère que ça va continuer, mais je pense que ça va continuer. Moi, c'est juste plus peut-être une question pour Thomas. La question que je me pose, c'est qu'on a vu avec Sony qui investissait notamment, qui s'investissait pas mal dans les studios plus que dans les jeux, qui allait au-delà des jeux, au-delà d'un contrat pour un jeu, et puis avec notamment Genova Chen pour Journey, pour Flower Journey. Et je me demande, est-ce que tu sens, peut-être, je sais pas, dans ta relation avec Nintendo, est-ce qu'il y a cette volonté d'être sur le long terme, ou c'est bon, il y a eu ce jeu, on a fait le portage, très bien, on est en bon terme, mais bon voilà, maintenant on passe à autre chose, chacun va de son côté, comment ça se passe sur la suite? Par rapport à la console, j'ai pas forcément ce point de vue-là, dans le sens, je suis pas confronté à ça particulièrement, parce que nous, on a toujours un tampon qui est l'éditeur entre, etc. Donc nous, on ne sait pas forcément de quelle manière ça se passe. Et de ce que j'entends d'autres développeurs, pas vraiment. Par contre, les éditeurs, ils commencent un peu à faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils ont des équipes résidentes, en fait. Il y a beaucoup d'éditeurs qui essaient d'avoir plusieurs studios sur leur égide et de les garder, en fait. Parce que c'est pour se créer un édito, c'est pour se créer une image, c'est pour se créer une équipe, et c'est aussi parce que les collaborations marchent bien entre les gens et que ils préfèrent investir dans des gens qui connaissent bien, avec qui ils savent que ça roule, et leur faire confiance sur des projets, sur l'artistique, etc. Et donc
Et du coup, il y a plein de développeurs qui sont un peu identifiés par rapport à des publishers en particulier. Et c'est aussi intéressant. Il y a des jeux qui sortent, tu vois le trailer, t'as pas vu le nom du développeur ou de l'éditeur derrière, tu te dis ah mais ça ressemble tellement à un jeu de machin et de machin, et quand t'as les logos qui apparaissent, tu te dis bah ouais voilà. On citait Raw Fury, Devolver, etc., qui commencent Voilà, à avoir des exactement. pattes artistiques qui sont vraiment très identifiées. Et d'ailleurs, il y a ce que tu cites qui est très juste, mais il y a l'inverse aussi, c'est-à-dire que maintenant, comme c'est des petites équipes qui fabriquent les jeux vidéo, très souvent, ça va être, il commence à y avoir en tout cas des éditeurs qui accueillent dans leur studio. On peut citer Double Fine Presents par exemple. Double Fine, ils ont un pan entier de leur bureau qui est on accueille des petits devs qui viennent travailler chez nous parce que c'est des indés qui sont 2 ou 3 ou 1 des fois et qu'on leur donne des studios, du support, de l'aide de la production, etc. Et mon travail d'éditeur, c'est plus tellement de payer les gens en mode démerdez-vous, mais de les accueillir chez moi, de leur donner tout le confort du dev en gros, enfin toute l'infrastructure nécessaire, y compris des studios pour enregistrer les voix, y compris toutes les infrastructures. Et donc on transforme aussi le nombre de relationnels différents qu'il peut y avoir entre des gens qui fabriquent des consoles ou des PC, des distributeurs, des éditeurs, des développeurs de jeux et tous les gens qui font les middleware et les trucs entre quoi. Et par contre, par rapport à la relation qu'il peut y avoir par rapport à ça avec des éditeurs, par exemple un éditeur qui veut publier des jeux en privilégié avec tel constructeur, etc., etc., il y a ce qu'on appelle le marketing privé. Enfin, pour ceux qui connaissent, qui ont des petites notions en marketing, on parle de marketing public et de marketing privé. Le marketing public, c'est tout ce qui va se voir de manière publique, poster des trucs sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, c'est faire parler du jeu auprès du public. Le marketing privé, c'est faire du marketing auprès de toutes les plateformes de distribution, de les intermédiaires, etc. Et donc un publisher ou un mec spécialisé dans le marketing va aussi se concentrer là-dessus. C'est-à-dire que il va aller travailler au corps les consoliers, etc., pour pouvoir avoir des mises en avant, pour pouvoir avoir des exclusivités, etc. Et ça, c'est du travail aussi. Ça, c'est du travail, c'est quelque chose qui est quantifié, etc. Et c'est des coûts de production. Et c'est des choses... Hop là. 1, 2. Et ce sont des choses aujourd'hui qui sont absolument pas négligeables et qui sont même obligatoires et essentielles. On est vraiment obligé d'avoir des gens où qu'on puisse avoir aller fouiller les choses auprès des consoliers. Après, c'est pas forcément les consoliers qui vont venir vers nous en nous disant on aimerait rebosser avec vous. C'est plus nous, on va aller travailler au corps en leur disant regardez, on appuie ce jeu-là chez vous, il a bien marché, vous avez les chiffres vous-même. Et est-ce qu'on peut, là on a un nouveau jeu, et est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose un peu plus costaud derrière, quoi. De la mise en avant sur la plateforme. Ouais, voilà. On négocie de la visibilité. Est-ce que vous pensez que ça, à long terme ou maintenant, ou par des petits processus, ça peut avoir un effet sur le processus créatif d'un jeu indépendant ou sur l'indépendance d'un studio, en fait, tout ce process d'adaptation de jeux sur console, etc., de rapport avec des grosses machines que sont Nintendo ou ce genre de choses-là? Je pense que ça a une certaine influence. Après, ça dépend. Ça va être très terre à terre ce que je vais dire, mais ça dépend essentiellement du studio et des finances du studio, je pense. Je veux dire, si on a une opportunité qui est telle que on fait quelque chose qui soit pas innovant et qui artistiquement on nous inflèche des choses, il va falloir qu'on se pose la question de est-ce qu'on le fait, etc. Et donc c'est souvent une éthique de studio qu'on définit à l'avance. Je veux dire, chaque studio a son éthique. Il y a des studios qui vont catégoriquement refuser de bosser comme ça, quitte à mettre la clé sous la porte. Et il y en a d'autres qui vont mettre l'eau dans leur vin en disant oui, ça nous fait survivre et ça nous permettra peut-être plus tard de faire d'autres choses, quoi. Donc il y a ces éléments qui rentrent en ligne de compte, mais l'éthique est propre à chaque studio. Chaque studio a sa propre éthique par rapport à ça. Par contre, c'est en quoi je pense que ça va... En gros, les mécaniques qui, je pense, vont avoir beaucoup d'influence sur la création, la façon dont on fabrique les jeux ou dont on les pense, c'est beaucoup les modèles de distrib. Au-delà même, tu vois, des consoles en tant que hardware, c'est plutôt Xbox, PlayStation s'est mis au streaming avec un abonnement, Xbox se met à l'abonnement, Black Knot fait de l'abonnement. On a
il y a des acteurs qui arrivent avec des logiques différentes de distrib, et donc résultat, ça va plutôt prêter le flanc à des contenus épisodiques ou à des contenus avec des durées ou des modes de consommation qui peuvent être hyper différents, à aussi permettre du plus de cross-média, tu vois, avec des comics et des BD et des films qui se mettent dedans, etc., que tu peux regarder à d'autres moments de ton jeu. Donc, pour moi, il y a une vraie... là où il va y avoir une vraie transformation, et elle va venir avec le temps, hein, mais elle va être plutôt dans la façon dont on vend les jeux, et ça va influer sur la façon dont on les pense, plutôt que le hardware qui est derrière, qui effectivement a un peu d'influence, mais pas tant que ça. On continue à construire des consoles. Le contrôle, enfin, la façon dont on contrôle le jeu change, mais... Oui, d'ailleurs, après qu'on y croit ou pas, je sais pas, moi je crois pas trop, mais bon, je pense que ça va peut-être arriver un jour, avec le streaming généralisé qui se profile selon ce que nous disent à peu près tous les éditeurs et constructeurs. Il faut noter que si jamais ça arrive, il y aura quand même, ça va couper l'herbe sous le pied des principaux constructeurs qui n'auront plus de monopole sur l'accès aux jeux, en fait, enfin à la publication des jeux. Ah bah, c'est pour ça qu'ils s'y mettent, hein, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de se faire couiller. Oui, bien sûr, et tout à fait. Et c'est pour ça que les éditeurs s'y mettent aussi, etc. Donc il va y avoir aussi une petite guerre, à mon avis, là-dessus, que chacun se construise son pool de développeurs indé ou pas indé, d'ailleurs, pour avoir, quand à un moment donné ça va se lancer sans doute de façon concurrente, chacun ait une offre, et soit sur les starting blocks, pour pouvoir avoir une force de frappe qui soit décente, quoi. Ça c'est ce qui se passe avec Netflix. C'est-à-dire que Netflix a dit, moi, je fais les gros muscles, je fais la guerre aux autres. Et comme tous les grands majors du cinéma ont essayé de me mettre un peu la zermie au début, et ben, ils vont bien aller se faire voir. Et on verra bien, advienne que pourra. Ils sont devenus tellement gros que personne n'arrive à les rattraper. Et ensuite, il y a quelques offres concurrentes qui essaient de se construire contre eux. Ou alors, tu as la méthode Spotify. La méthode Spotify, c'est, moi, je fais rentrer dans mon actionnariat toutes les majors, donc toutes les plus grosses boîtes de distribution de musique. Donc je leur co-appartiens aussi. Et donc résultat, tout le monde a un intérêt partagé à l'intérieur du truc, avec une boîte au milieu qui gère un petit peu voilà, la distribution, y compris pour les indépendants, tout ça. Mais et pour le jeu vidéo, tu peux très bien avoir... Enfin, les deux modèles peuvent marcher. C'est-à-dire on peut avoir... nous, on essaye de faire un truc indépendant qui n'appartient pas à quelqu'un, mais on pourrait aussi dire qu'on fait rentrer des gens à l'actionnariat chez Black Knot. Mais tu peux avoir ce modèle-là de tout d'un coup une plateforme qui sort mais de nulle part, qui déglingue tout, ou alors effectivement un truc où tout le monde se met d'accord pour dire bon, on va pas juste se tirer la bourre pendant 10 000 ans, on va juste faire de la compétition d'attention et de marketing en fait. Ce qui se passe sur Netflix, quoi, tu vois. Enfin... Moi, ce que je vois, c'est que pour l'instant, tout ce qui est cloud gaming, je pense qu'il y a des gens qui ont compris que il y avait des limites techniques qui étaient pour l'instant parce qu'il y a encore beaucoup de désert numérique. Donc tout le marché n'est pas encore disponible. Ils ne peuvent pas encore atteindre tout le monde. Et je pense qu'il y a Microsoft qui a très bien compris ça avec son offre Game Pass, qui est un abonnement qui n'est pas du cloud gaming, mais où en fait pour je sais plus de 30 ou 40 euros par mois, il vous file la console, et au bout de 2 ans elle vous appartient, comme un téléphone subventionné, et avec ça il y a un catalogue de jeux. Et c'est vachement, enfin, je trouve que c'est assez futé dans le sens, et c'est aussi un peu un aveu de pour l'instant en voie de développement du cloud gaming. Et j'ai l'impression que tous les acteurs essaient de se tourner vers ce modèle-là, parce que la souscription, c'est bien, c'est prévisible, on sait combien on a d'abonnés, on sait combien on a de revenus, etc. Et on sait comment on peut gérer toutes nos choses, tous nos budgets, etc. Et moi, c'est le sentiment que j'ai, que vraiment le futur du jeu se tourne vers ça. Mais pas nécessairement vers du cloud ou de l'entièrement immatériel, mais où peut-être avec vraiment un futur un peu comme les téléphones mobiles, où on chope sa console avec un abonnement, où on ne paye pas forcément la console plein pot. Et ça devient tout de suite plus accessible. Ça devient accessible à plein de foyers qui sont dans des déserts numériques et qui ont peut-être pas forcément les moyens de claquer 600 balles dans une console. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est le cloud gaming? Il y a des gens qui voient ce que c'est le cloud gaming? Levez la main. Quasi tout le monde, ok. Donc le jeu en dématérialisé, pour moi, un de ses avantages
enfin, un des trucs qui ont fait que moi je suis là où je suis, c'est aussi que ça évite d'avoir du plastoc partout. Du plastoc partout, des terres rares dans tous les sens, etc., etc. Et ça mutualise les choses. Et ça, pour moi, c'est l'argument écologique du cloud a un sens, même si c'est pas le premier truc auquel on pense quand on est des joueurs. Complètement. Quand tu vois le désastre écologique que est aujourd'hui les téléphones portables, quand on voit tous les téléphones recyclés ou même qui sont pas recyclés, qui sont pas recyclables et qui finissent dans des pays de tiers-monde revendus ou essayer d'être rafistolés pour choper les métaux précieux qu'il y a dedans, etc. Et c'est un désastre écologique et aussi humain dans certains pays, quoi. Ouais, carrément. C'est ce que dit Nvidia. Ils disent sur leur site, ils disent 90% du bilan carbone d'une carte graphique, c'est construction et acheminement jusqu'à l'utilisateur. Et les 10 derniers pourcents, ça se partage entre sa consommation électrique et en gros son recyclage, quoi. Et ça veut dire qu'en fait, moi qui suis assis là à vous parler, chez moi il y a une carte graphique qui sert à rien et qui a un poids carbone monstrueux et dont personne n'a l'utilité en fait. Et tous les gens qui sont là et qui ont un PC gamer à la maison, c'est exactement la même chose, alors qu'il y a des gens qui pourraient être en train de jouer et de les partager, quoi. Donc ou de miner du Bitcoin, mais on pourrait éviter ça aussi. Après, il faut faire attention avec le cloud gaming parce que ça va poser aussi des problèmes d'infrastructure réseau, ça va coûter aussi à l'environnement, ça va faire chauffer des salles de serveurs à mon avis. Il y a aussi toute une nouvelle infrastructure de câbles sous-marins, etc., qui pètent, qui défoncent les environnements marins, etc., qui sera développé parce que on n'a pas encore le débit suffisant parce que une heure de jeu en cloud gaming c'est du 50-60 gigas, donc sur des blockbusters. Nous c'est pas ça qu'on a, mais moi c'est la stat que j'avais vue. Non, parce que ça dépend. Enfin, il y a plein de façons de faire du cloud gaming. Oui, mais en gros, tu peux streamer tout le code du jeu. Bien sûr. Ou alors tu peux juste envoyer la vidéo. Et si tu envoies juste de la vidéo, c'est de la vidéo, quoi. Mec, c'est pas plus lourd que Netflix ou YouTube. Mais Netflix, c'est violent. Mais oui, c'est Netflix, mais en streaming zéro, quoi. Non, mais voilà, c'était juste sur ce côté écologique. On va revenir à la Switch. Alors, pour tous ceux qui pensent qu'il est payé par Nintendo, nous aussi on le pense. Je vais vous demander en fait, est-ce que, comme je l'évoquais au début, on peut estimer que dans une certaine mesure, la Switch est devenue un petit peu l'Eldorado de pas mal de développeurs indés en tout cas sur console. Est-ce que moi, je vais parler un peu de mon expérience personnelle. Moi, tous les jeux que j'ai dans ma bibliothèque Steam, quasiment, j'en ai à peu près 150, ils sont quasiment tous sur la Switch. Soit ils sont sortis dans les années récentes et ils ont été adaptés tout de suite, soit c'est des rééditions version... voilà, c'est des rééditions de titres passés sur la Switch. Est-ce que vous pensez que maintenant, c'est une quasi-obligation pour un développeur indé de porter son jeu sur Switch ? Moi, je pense pas du tout. Moi, j'ai plutôt dans les 2000 et quelques jeux sur Steam, donc il y en a très peu en fait qui sont portés sur Switch. Et c'est juste effectivement ceux qui ont déjà eu du succès ailleurs, à qui il reste assez de thunes de leur sortie de jeu pour se permettre de bosser 6 mois, 1 an sur des sorties sur d'autres plateformes, que ce soit la Switch ou le portable, etc. Et donc, pour moi, ça n'est pas du tout un passage obligé. Mais effectivement, aujourd'hui, si on brainstorm ensemble et qu'on trouve une idée de jeu sur, je sais pas, JFK dans son jardin, c'était ça. On trouve cette idée de jeu, il faut penser maintenant aux plateformes. Il faut penser maintenant à la distrib et il faut commencer le marketing alors qu'on est à en gros 2 heures dans le concept du jeu, quoi. C'est un des trucs que l'Indiepocalypse, encore une fois, j'aime pas trop ce terme, mais a amené. C'est maintenant on est obligé de penser la vente de son jeu et on peut pas juste espérer en se disant bon il y a tellement peu que les gens le verront obligatoirement, quoi. Je te rejoins complètement sur l'idée du marketing, parce que l'Indiepocalypse, c'est vraiment ce qu'elle a apporté, c'est qu'elle a fait le tri entre les gens qui pensaient faire du jeu vidéo en se disant si mon jeu il est bien, je le mets en ligne, s'il est bien, il va se vendre, et les gens à côté qui ont compris que c'est un marché, etc., et que tu survis pas si tu fais pas un tant soit peu de marketing, etc. Ensuite, c'est rigolo de changer de micro tout le temps comme ça. Oui, par rapport à la Switch,
est-ce que c'est une obligation? Pas spécifiquement la Switch, mais j'ai envie de dire que aujourd'hui, c'est impossible et c'est complètement con de se dire qu'on va être rentable avec un jeu PC. On ne peut pas se limiter au PC. Donc aujourd'hui, quand on pense à un jeu, il faut qu'on réfléchisse à une stratégie multiplateforme, quoi qu'il arrive. Ou exclusivité, ou autre chose, mais il ne faut pas juste se dire « mon jeu, c'est un jeu PC » ou « mon jeu, c'est un jeu Switch » et si on n'a pas négocié d'exclusivité Switch, ça ne sert à rien. C'est plus possible de nos jours de vraiment rentabiliser ça avec une seule plateforme. Donc on est obligé de se diversifier et dès le début se dire qu'on va le sortir sur telle plateforme, telle plateforme. Alors pourquoi la Switch en particulier? Parce que la Switch aujourd'hui, c'est celle qui a le plus haut taux de recoupement, on va dire. Pourquoi? Parce qu'elle est jeune. Elle est jeune et que les plateformes jeunes, les nouvelles consoles, ça a toujours été un bon vecteur pour atteindre plus de public. Parce que justement, il n'y a pas encore trop de jeux. Donc du coup, le marketing à faire pour atteindre un tel objectif est moindre. Parce qu'il y a moins d'efforts, le public est plus facilement atteignable. Et plus on avance dans la durée de vie d'une console, plus c'est difficile de sortir la tête de l'eau parce que à cause de l'engorgement qu'il peut y avoir après. La Switch Eldorado, ça l'a été au début, comme n'importe quelle nouvelle console a pu être éventuellement un Eldorado. On en parle beaucoup plus aujourd'hui parce que il y a des indépendants qui arrivent dessus, etc. Et ça fait forcément plus d'ampleur. Et il y a aussi des gens qui diffusent des chiffres. Il y a beaucoup de gens avant qui n'en parlaient pas trop. Et il y a une espèce d'ouverture d'esprit, etc. et d'ouverture de manière générale par rapport à la confidentialité. Enfin, c'est pas forcément confidentiel les chiffres, mais les gens les gardaient pour eux pour X ou Y raison. Et du coup, ça attire des convoitises, etc. Donc forcément, et ça aussi ça donne l'effet extérieur que c'est un Eldorado. Concrètement, oui, il faut le dire, ça a été au début de la console, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout, quoi. Là, on est à 1 an et demi de la console, c'est déjà complètement tassé, quoi. Tu ne peux plus. On en revient à l'Indiepocalypse, des gens qui se disaient je sors un jeu sans marketing, il va marcher s'il est bon. Et là aujourd'hui on était un petit peu avec des gens notre jeu sort sur Switch, c'est bon, on va être peinard pendant 3 ans. Non, c'est plus ça. Maintenant il faut aussi faire du marketing, il faut pousser, il faut faire aussi aller négocier avec Nintendo des mises en avant, etc. Enfin, que ce soit avec n'importe quel constructeur. Ouais, j'ai l'exemple d'une boîte parisienne qui a fait exactement ce que tu as dit et qui a fait son portage sur Switch en mode un peu à l'arrache. Elle a fermé, elle a licencié tout son staff quelques mois plus tard. Voilà. C'est radical. Hein, oui, voilà ce que je disais sur le fait qu'effectivement il y a une sorte de revival de l'Indiepocalypse parce qu'il y a beaucoup de développeurs effectivement qui font ce choix un peu aveugle de porter son marketing, etc. Mais je me dis aussi du côté de Nintendo de voir affluer tous ces qui passent ses deals avec tous ces indés, etc. Tout ça, mais dans l'équation, j'arrive pas à voir quelle va être leur ligne éditoriale qui va porter leur offre indé plus loin, parce que on voit au début de l'Xbox Live Arcade, il y avait Braid, il y avait Limbo, il y avait vraiment des têtes d'affiche qui permettaient. L'identité n'était pas complètement homogène, mais au moins il y avait ces titres qu'on reconnaissait à peu près. Évidemment chez PlayStation il y a eu Infinite Swan, il y a eu Journey, Flower, il y a eu Bound qui a été fait par les gens de Santa Monica, etc. Voilà. Donc là il y avait une identité aussi qui était assez visible et qui a permis, je pense aussi la fidélisation d'un public tout simplement à une identité et qui a pu savoir bon, je vais chez Sony pour avoir ce type d'expérience. J'achète ces jeux, etc. parce que je sais que quand je vais aller sur un jeu indé, ça va être à peu près ça, ou je sais qu'ils ont une offre comme ça. Chez Nintendo, avec la Switch, c'est quand même assez foutraque. Bon, c'est pas exactement le mot que je cherche, mais il y a quand même de tout. Il y a à boire et à manger, ce qui est très bien. En tant que consommateur, après, on cherche, on fait le tri. Mais en termes de fidélisation à son offre indé, je parle vraiment de son offre indé, pas du tout des jeux qu'eux ils publient ou de ces studios third party. Je pense que le problème va se poser, et il va se poser même à mon avis assez vite, s'il n'y a pas cette envie
de proposer quelque chose de différent ou de particulier à Nintendo, qu'on l'identifie, que les consommateurs arrivent bien à l'identifier, pour se dire, bon, on va chez eux pour trouver ça, voilà. Ça, pour moi, ça rejoint une autre question qui est que de toute façon, quelle que soit la plateforme, comme tu le dis hein, très justement Thomas, c'est quelle que soit la plateforme, avec le temps, tu ajoutes de plus en plus de trucs. Donc avec le temps, la découvrabilité devient de plus en plus un problème. Et un des trucs sur lesquels moi je bosse depuis des mois maintenant, c'est de réussir à faire des algos qui vont remplacer juste un humain qui te conseille des jeux en fait. Et c'est super dur en fait de fabriquer des algorithmes de recommandations, mais c'est un énorme enjeu de dépassement justement du problème des mises en avant en fait. C'est-à-dire un de nos slogans, nous, ça a été, c'est encore, on a tous des jeux préférés qu'on ignore, mais même moi, tu vois, je joue à des centaines de jeux tous les mois, et même moi, je découvre des jeux qui me fascinent, où je me dis, mais putain, il est sorti il y a 5 ans, mais comment j'ai pu rater ça, quoi. Et en fait, pour moi, c'est aussi ça le problème, c'est que la pléthore, c'est un avantage pour les gens qui sont là, du moment qu'il y ait soit des gens, soit des algos qui sont capables de faire le tri, quoi. Tu veux revenir sur la Switch peut-être? Oui, exactement. On va peut-être, oui, c'est peut-être une forme d'ouverture avant de passer un cercle de questions-réponses, remarques. Est-ce que vous pensez que la Switch permet, plus que les autres consoles avant elle, de faire découvrir des jeux indés peut-être au plus grand nombre et à ceux qui ne les connaissaient pas encore? J'ai l'impression que oui, au sens où Nintendo a mis plus de jeux indés dans son mainstream, en gros, dans ses Nintendo Direct, etc. Il l'a fait plus vite. La Switch, c'est une console qui est assez familiale, donc assez maîtrisée par parents-enfants. Ça permet de transformer des ventes un petit peu un peu différemment. Ils se sont pas laissés complètement bouffer par le free-to-play. Voilà, il y a un ensemble de facteurs qui fait que il y a un léger plus sur la Switch pour moi à cet endroit-là. Ouais, je te rejoins là-dessus, et à la différence d'autres, par exemple Microsoft, ils ont un peu mélangé tout le monde, et ils sont un petit peu les indés, c'est ceux qui sont un peu dans le tiroir à gauche là sur le store, il n'y a pas de nom dessus, et voilà. Et Nintendo, ben c'est les Nindies, tu vois, c'est eux, ils disent alors regardez, ça c'est les jeux Nintendo, et regardez, ça c'est des cool guys aussi, et regardez leurs jeux. Et ils ont vraiment une attitude différente par rapport à ça. Ils ont vraiment un discours qui est positif par rapport à une autre offre de marché. Et je pense que même eux, ils l'ont compris. Parce que eux, Nintendo, ils ont toujours souffert d'un catalogue Nintendo genre, ils ont 4 blockbusters qui sortent par an. Et après, il y a un désert. Et je pense qu'ils ont compris ça, et que ils se disent regardez, on a notre offre, on a Mario Kart qui sort là, machin qui sort là, etc. Et c'est pas le désert. Regardez, il y a les cool guys. En plus, ils sont moins chers, et vous n'êtes pas obligé de raquer des 70 balles, quoi. Et je pense que c'est bénéfique à tout le monde, parce que eux, ils ont une offre qui est plus cohérente, et les indépendants ont une visibilité plus positive. C'est plus les gens du troisième tiroir, c'est les cool guys qui font d'autres choses à côté. Pour moi, ouais, ça c'est l'étape qui est aujourd'hui, et une de mes vagues prédictions que je pourrais voir venir, c'est l'ouverture des licences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Nintendo, mais tout le monde, hein, jalouse énormément c'est Donkey Kong, c'est machin, c'est Sonic, etc. Enfin, chaque personne qui possède des personnages hyper iconiques du jeu vidéo les jalouse énormément. Et en fait, on voit que pas mal de studios commencent à avoir des approches de gens qui leur disent hey, si je vous confie un jeu Sonic, et si je vous confie un jeu Mario, vous en feriez quoi, etc. Qu'est-ce que vous pourriez construire avec? Et ça, à mon avis, d'avoir le second tier, first tier, là, le truc de, en gros, c'est les studios de seconde main, des studios de première main, ça c'est un truc que je pense va venir dans les années qui viennent. De dire en gros du jeu indé, mais qui ressemble pas à qui concerne des grosses boîtes, quoi.
On va peut-être passer à un cercle de questions-réponses ou de remarques. Donc si vous avez quelque chose à ajouter ou à demander, oui, je vois une main là-bas tout au fond. Passe-leur le micro pourri qui marche pas. Ça dépend de la question. Donc ouais, en fait j'ai une question pour... bon, je reste debout comme ça, je suis pas tout trop bas. En gros, là, il y a Undertale qui est sorti récemment sur Switch et je me posais une question et qui peut être quelque chose d'intéressant. Est-ce que de ce point de vue-là, c'est plutôt, pas forcément, je prends Undertale comme exemple, mais ça peut parler sur d'autres jeux. Est-ce que vous pensez que ça serait plus logique que ce soit plutôt les développeurs qui aillent pour les gros blockbusters PC, les énormes jeux, que ce soit plutôt les développeurs qui se tournent vers les consoles et les producteurs de consoles pour essayer d'emmener les jeux dessus, ou que ce soit plutôt ceux qui créent les consoles qui aillent chercher ces jeux indépendants pour dire nous aussi on a ce jeu-là sur notre console, sur notre propre truc à nous, etc. etc. Est-ce que c'est pour vous ce sera peut-être dans le futur ou actuellement, c'est plutôt dans quel sens que ça marche? Voilà, je sais pas si c'était très clair. Donc tu veux dire si c'est les consoliers qui essaient d'avoir leurs propres exclusivités en allant chercher eux-mêmes les développeurs? Pas forcément les exclusivités, mais récupérer les vieux jeux qui, par exemple, sont sortis sur les consoles et sur tous les supports à un moment, mais qui ont fait des gros buzz, etc. Et qui essaient de récupérer sur leur console à eux, quelques années plus tard, ces jeux-là. C'est une bonne question, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Moi, j'ai pas vraiment vu ça arriver à des gens. Je veux dire à des développeurs que Nintendo soit venu les voir plus tard en leur disant on aimerait bien que votre jeu soit sur notre offre actuelle, etc. Par contre, si tu as un titre qui a été iconique sur une génération et que tu vas voir un consolier en lui disant votre jeu on va le porter sur votre console, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Ben là il y a peut-être un dialogue qui va se mettre en place. Mais moi à titre personnel j'ai pas vu l'inverse. Moi c'est ce que je disais tout à l'heure sur Sony, c'est-à-dire que c'est les seuls que j'ai vus dans les events aller démarcher les jeux, etc. pour dire venez porter sur notre plateforme, etc. Ils mettent une énorme sales force, un grand nombre de commerciaux en début de cycle de console ou un peu avant la sortie de la console pour effectivement avoir beaucoup de jeux à la sortie et vendre une offre un peu plus ample, plus large et généreuse que super, on a le nouveau Uncharted et c'est tout, on a un jeu. Mais ouais, effectivement, ça se voit très peu les consoliers qui démarchent, mais moi c'est la réponse que j'avais donnée à la première question. C'est les uns ont besoin des autres comme les autres ont besoin des uns. Donc la réciprocité de la relation fait que tout le monde va aller se chercher. Et si jamais il y a un déclin dans le nombre de jeux qui est sur une console, c'est assez clair que les consoliers ils se réveilleront et ils iront chasser, quoi. Est-ce qu'on a d'autres remarques? Oui. Bonjour. Alors, ma question va être un peu en plusieurs volets, mais j'habite dans le fin fond de la Bourgogne, dans un truc qui est assimilé comme une ville. Là où je suis, on a 25 000 habitants. J'ai un débit à 4 à 8 mégas, ce qui est pas vilain. Par contre, mes copains qui habitent autour, à un quart d'heure, eux, ils ont un débit tout pourri. Ce qui fait qu'à la moindre mise à jour, c'est la galère. Il a plus vite fait de débrancher la console, de venir chez moi, de faire la mise à jour et de remonter, plutôt qu'autre chose. La Switch, elle propose quand même cette alternative de dire démarrer sans la mise à jour, ce qui permet de gagner du temps. Par contre, sur toutes les autres consoles, que ce soit du cloud gaming ou des choses comme ça, Netflix, que vous avez souvent pris en comparatif, a un algorithme qui est super optimisé, même quand on a une correction qui pue du cul. Moi, au milieu de la cambrousse, avec mon téléphone, j'ai un film. Par contre, au milieu de la cambrousse, pour télécharger mon jeu, j'en ai pour 3 jours. Et est-ce que vous ne pensez pas que toute cette optique de dématérialisation, puisque le retail aujourd'hui est plus ou moins en train de disparaître, à part sur des choses comme Limited Run qui sont très spécifiques, ça va segmenter le truc et encore plus renforcer la fracture numérique des territoires? Ah bah c'est net que les stratégies là-dessus, elles sont fabriquées par des gens qui vivent dans les grandes villes, qui ont une grosse fibre de brut à 200 mégas et qui se posent pas du tout la question de savoir la connexion qu'on peut avoir même en banlieue, tu vois. Mais ça reste un marché potentiel, parce que moi j'achète des jeux, mes copains aussi. Si demain on peut plus, parce que techniquement on peut plus, ils perdent du fric en fait. Ouais, mais ça c'est en France, parce qu'on a des soucis de connexion en France. Si tu vas au Danemark, où il y a 100% de couverture du territoire avec la fibre, la question ne se pose plus. Tu vois, c'est pour moi la problématique que tu amènes, qui est, il y a des problèmes de fracture numérique.
la réponse, ça n'est pas « Ah bah merde, alors résultat, il va falloir continuer à imprimer des CD et à fabriquer des consoles qui coûtent assez cher à la planète ». C'est plutôt « Et si on résolvait la fracture numérique en tant que problème politique ?» plutôt que et qu'on amenait vraiment l'internet un petit peu partout en France. Netflix, la politique, ça les a pas empêchés de faire que ça marche. Ah non, parce mais que techniquement, on peut l'optimiser en fait. Ah mais on peut l'optimiser, c'est net. Bah, nous pour le streaming, je vais pas bitcher sur tout le monde. Nous pour le streaming, on fait déjà du throttling, donc tu peux jouer à du jeu vidéo en 144p, c'est juste dégueulasse en fait. C'est juste moche et c'est super dommage parce qu'on te met des bons jeux et des beaux jeux et que tu les regardes laids. Mais effectivement, les problèmes de latence, chez Black Knot, j'ai 30 gens à la R&D qui bossent dessus toute la journée. Hein, donc, je veux dire, que ce soit chez nous, c'est pareil, Netflix, tout le monde a l'impression, voilà, ça marche tout seul, mais ils ont 1000 et quelques ingénieurs qui bossent sur la latence. Donc, c'est pas des problèmes qui se résolvent facilement. Mais effectivement, pour moi, au-delà des plateformes privées, c'est un truc de la responsabilité publique de s'assurer que tout le monde en France est... comme avant, back in the day, comme disait De Gaulle, que tous les Français aient le droit à avoir accès à l'information. Aient le droit à avoir accès à une poste pas loin de chez eux, aient le droit, voilà, hop là, les gauchistes qui repartent. Mais en gros, pour moi, il y a un problème de fracture numérique, c'est net, mais c'est pas aux plateformes de les résoudre. Pas que aux plateformes de les résoudre, même si elles doivent y travailler. Oui, je suis complètement d'accord, c'est un problème politique, effectivement. Mais il faut pas oublier aussi un petit élément, c'est que bon, il y a la 5G qui va pas tarder à arriver aussi, bon, qui va se déployer aussi progressivement, et ça va peut-être aussi être un moyen qui va être favorisé pour, ou en tout cas quelque chose sur lequel vont s'appuyer les géants du jeu vidéo pour déployer le streaming. C'était Yves Guillemot du coup qui en parlait justement, qui dans son interview à Game Industry, qui disait notamment, il comptait sur la 5G parce qu'il avait dit, en gros, il a dit, il y aura une génération de consoles, encore une génération de consoles et après ce sera que du streaming. Et il comptait notamment sur le déploiement de la 5G sur tout le territoire, selon les plans qui devraient arriver d'ici une dizaine d'années, si je me trompe pas. Voilà, il comptait sur ça. Bon. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, il comptait aussi sur la technologie mobile du coup pour avoir cette couverture et réduire la fracture numérique notamment. Mais ouais, juste pour revenir sur Ubisoft, ils font des tests. Ah, je suis pas le bon. C'est moi ou je suis peut-être mal positionné par rapport au capteur, je sais pas. Ubisoft fait des tests. Par exemple, le prochain Assassin's Creed sort en streaming sur Switch uniquement au Japon. Et parce que le Japon, c'est un territoire qui est très bien desservi en termes de réseau, etc. Et je pense que c'est un laboratoire d'Ubisoft. Ils l'ont pas annoncé comme tel, mais il sortira, à mon avis, ça sortira pas en Europe et ça sortira sûrement pas aux États-Unis. Pour justement, à cause des problèmes d'accessibilité réseau et des aires numériques, la fracture numérique. Et on voit très clairement qu'ils étudient la chose. Enfin, Ubisoft, à mon avis, ils sont en mode recherche et R&D active sur qu'est-ce que ce sera le futur du gaming demain. Et le prochain Assassin's Creed en cloud gaming sur Switch, pour moi, ça fait partie des choses. Enfin, c'est très clairement des indices d'orientation de où va l'industrie demain, quoi. De quoi ? Ils te le vendent à la journée. Ah oui, c'est une souscription à la journée, c'est un abonnement à la journée, ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions ou remarques ? Oui. Oui, jeune homme, j'arrive. Jeune homme. Bon, ça concerne pas la Switch. Tout vite. Non. Attends, il a peut-être déconné. Tout vite, une simple question. Moi, j'ai un accès presse à itch.io. C'est pas dur de l'avoir. Et je peux voir si les gens y vont ou pas. Et les joueurs n'ont pas l'air d'y aller. Bah, je veux dire, le joueur lambda va pas sur itch.io, clairement. Il sait même pas ce que c'est, je pense. Le journaliste n'a pas l'air d'y aller beaucoup. Et moi, personnellement, je trouve que c'est là qu'on trouve toutes les pépites en devenir, en fait. Tous les jeux indés qui sont connus au bout d'un moment, on va dire sur... je veux dire, la moitié des jeux qui m'intéressent dans l'année indépendant étaient déjà sur itch.io avant, en preview ou quoi. La question est simple, c'est pourquoi personne n'y va et pourquoi c'est pas connu. Tout simplement parce que itch.io ne fait pas de com. Si, ils ont des employés, ils font un peu...
Itch.io fait pas beaucoup de... Enfin, c'est le cercle vicieux. Itch.io fait pas beaucoup de thunes, donc Itch.io fait pas beaucoup de pubs, parce que c'est des gens qui sont là pour mettre en avant les jeux, etc. Je te repasse le micro dans un instant pour dire ce facteur intéressant. Mais résultat, les gens connaissent pas Itch.io, et donc bah voilà. Votre mission, jeune homme, si vous l'acceptez, c'est de parler plus de Itch.io. Je sais que ça marche pas. J'en parle en conférence, ça marche pas non plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Itch.io, c'est une très belle plateforme, très intéressante d'un point de vue concept et papier. Mais le problème, c'est que c'est une plateforme qui a été créée par des techos et ils ont personne pour faire du marketing. Et du coup, ben, même eux, c'est des techos, ils n'ont pas forcément l'envie ni la fibre pour pouvoir faire ce qu'il faut pour que ça marche. Et c'est ce qui est dédommageable parce que c'est une plateforme qui est pleine de potentiel, mais ils font rien pour que ça se développe. Après, je pense aussi qu'il y a quand même une question de philosophie au-delà même de la question du marketing. Itch.io, c'est quand même la plateforme qui veut accueillir du jeu alternatif, on va dire. Et c'est pas là où on va retrouver tous les Fortnite, les Assassin's Creed ou ce genre de choses. Voilà. Donc se priver de cette force de frappe déjà. Je sais pas, si tu demandes à Leaf, du coup le patron de Itch.io, s'il accepte des jeux de multinationales comme Activision ou des trucs comme ça, je pense qu'il va faire la gueule et qu'il va dire non direct parce que c'est quand même une plateforme de gros gauchos qui essaye justement... Non mais oui, qui se bat contre un modèle clairement néolibéral et capitaliste de la façon dont fonctionne l'industrie, en tout cas les majors du jeu vidéo, et veut donner de la voix avant tout aux projets alternatifs, voire dégueulasses, mais qui ont des idées. Et si jamais il avait cette présence en fait sur sa plateforme, s'il avait cette présence, ces mastodontes, etc., ça écraserait complètement la découvrabilité, je sais pas comment on peut dire, le potentiel de découverte, en tout cas de ces petites pépites, de ces petites gemmes, et déjà ces personnes-là qui reçoivent vraiment que dalle d'argent déjà avec les 3 pecnos qui les repèrent sur Itch.io, ils gagneraient vraiment plus rien, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi ce rapport de force et cette idéologie qui les maintient dans un certain anonymat. Mais ce qui est après très acceptable. Je veux dire. Après, pour moi, effectivement, enfin, au-delà de la notion gauche-droite, pour moi, c'est des ingés. Et enfin, pour avoir bossé dans le jeu vidéo pendant un paquet d'années maintenant, les gens qui sont ingénieurs, artistes, game designers, etc., il n'y en a pas un pour rattraper l'autre sur le marketing. Tout le monde trouve ça sale, tout le monde trouve que faire de la com c'est chiant, tout le monde trouve que c'est pour ça que les éditeurs, à l'époque, ça faisait marrer quand on disait des éditeurs indépendants, parce que c'est genre... Si tu as un éditeur, tu n'es plus un jeu indépendant en fait, puisque tu es dépendant d'un éditeur. Mais en fait, maintenant, on retrouve une logique où, mais en fait, on a compris ce que c'était le métier des éditeurs pour de vrai. On redécouvre l'eau tiède, parce que effectivement, pour faire tous ces métiers que les gens qui fabriquent du jeu vidéo n'ont pas envie de faire, la com, la distribution, l'admin, etc., eh ben, il faut des gens. Et ces gens-là, c'est les éditeurs. Et on les remercie, hein, à jamais dans nos cœurs, comme on dit. Mais grosso modo, c'est aussi ça, un gros problème de Itch.io, quoi. Pour moi, c'est vraiment aussi que pour beaucoup de gens qui font du jeu, c'est des toutes petites équipes qui trouvent que le marketing c'est sale et qui donc le font pas. Ouais, juste très très rapidement, un dernier petit point aussi quand même il faut se rendre compte sur Itch.io, il y a 5 à 6 fois plus de jeux que sur Steam. Hein. Parce que il y a 0 barrière d'entrée en fait. Alors que sur Steam, il faut payer, c'est quoi, c'est 50, 100 euros en ce moment, c'est 100. Voilà, c'est 100 euros. Donc du coup, il y a 100 euros. Donc du coup, ça c'est quand même une barrière d'entrée qui est mine de rien assez forte. Sur Itch.io, il n'y en a aucune, donc on trouve de tout, on trouve vraiment tout, quoi. Et il y a beaucoup plus de jeux que sur Steam, déjà qu'il y en a énormément sur Steam. Si, c'est sûr. Est-ce qu'on a une remarque au premier rang? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Non mais 100 balles c'est rien, 100 balles justement ça empêche rien, c'était ça le scandale après la fin de Greenlight, c'est que justement beaucoup de gens avaient voté pour que ça soit plutôt aux alentours des 1000 $ l'entrée sur Steam, 100 $ c'est rien, parce que ça empêche pas les swap à CEP, etc. Mais non, mais tous les jours il y a des jeux, attends. Et...
Non, Oui, mais on oui, est bien c'est sûr, d'accord, mais c'est ça sûr, n'empêche ça pas dé- ça d'avoir dépend, 100 jeux par ouais, jour sur ouais, Steam ouais. et des jeux où c'est Moi, juste des assets de Unreal et qui sont balancés comme ça pour 2 euros pour rigoler. Ouais. Moi, d'un point de vue concret, par rapport à Steam Direct, en fait, donc Steam, à une époque, ils acceptaient les jeux via un système qui s'appelait Greenlight. C'était, on mettait une page du jeu en ligne, sans le jeu, sans rien, et c'était les utilisateurs de Steam qui votaient en disant oui, ce jeu-là, j'aimerais bien le voir sur Steam. Non, ce jeu-là, je veux pas le voir sur Steam. Et du coup, c'était en fonction des jeux les mieux votés que Steam, toutes les semaines, il faisait un petit peu un édito en disant, ou même c'était un processus automatique, en mode, allez, ce jeu-là, il va sortir sur Steam. On leur donne une autorisation de sortir sur Steam. Ils ont pété ce système-là, et ils ont instauré juste un passe-droit pécunier, dans le sens, n'importe qui peut venir, il paye 100 $, et n'importe quel jeu, quoi que ce soit, il sera sur Steam. Dans un sens, c'est bien, parce que ça a permis à plein de gens de pouvoir publier des jeux et peut-être d'en vivre, etc. Nous, d'un point de vue concret, le jour où les premiers jeux Steam Direct sont arrivés sur Steam, mais littéralement, nos ventes ont été divisées par 2. Et ça se voit sur nos stats. Nos stats, c'était ça et Steam Direct, et voilà. Mais vraiment par 2. Donc c'est vraiment... on ouvre la porte à tout le monde, mais enfin voilà. D'autres questions ou remarques? Oui, là-bas au fond. Tu as levé la main en premier. D'accord. Oui, alors vous parliez de Steam et de sa façon de gérer les jeux, comme quoi ils acceptaient tout et n'importe quoi, ce qui est plus ou moins vrai. Mais vous ne pensez pas que le tri se fait dans leur façon de mettre en avant les jeux? Vu que la homepage, il y a tout le temps les triple I ou les triple A qui sont mis en avant, mais on ne voit pas les no-name. Les jeux où Bambi 2, on ne le trouve pas. Ouais, ben en fait, Steam, il n'y a plus d'humain derrière, c'est entièrement algorithmique. Et ton jeu est mis en avant s'il se vend, s'il fait de la thune. Et grosso modo, il y a un palier magique qui fait que si ton jeu il sort, si au bout d'1 ou 2 heures il fait tel et tel chiffre ou telle et telle vue, et ben pouf, il est capté par l'algorithme et paf, il passe dans les trending ou dans les best-selling. Et ça, c'est quelque chose que maintenant, quand on sort un jeu sur Steam, on essaie de viser, on essaie de trigger l'algorithme pour qu'il nous mette en avant. Et ça, c'est des choses qui se préparent en amont, très 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 longtemps avant, enfin, tout ce qu'on appelle les wishlists, etc. Et c'est aussi un petit peu pour ça que les jeux un peu no-name ne marchent pas. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des bons jeux qui ne se voient pas. Parce que ils n'arrivent pas à passer ce threshold de le palier de l'algorithme et qui du coup pouf, ils passent à la trappe. Mais c'est pas forcément ça marche pour tous les jeux. C'est pas forcément un jeu no name. C'est aussi des jeux qui parfois sont des triple I et qui du coup n'ont pas réussi à trigger l'algorithme. Je me permettrai un petit parallèle en disant que Justin Bieber est une excellente preuve que c'est pas parce que c'est populaire que c'est un bon truc. Et que c'est la même chose pour le jeu vidéo, c'est-à-dire on a énormément de choses qui résultat deviennent populaires mais qui ne sont pas forcément des excellents jeux, et inversement il y a des excellents jeux qui ne deviennent jamais populaires. Et effectivement Steam en interne, si on peut, je ne sais plus si on trouve encore, mais il y a encore quelques années on trouvait l'info sur le site de Valve, il y a 4 personnes qui gèrent tout l'éditorial de Steam. 4 personnes pour des centaines de jeux toutes les semaines, quoi. Donc, évidemment, ils peuvent pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils développent des algos qui le font à leur place, quoi. Pour parler après pour ma paroisse, il y a aussi, à mon avis, le fait que bon, il y a des jeux no-name qui soient bons et qui n'y arrivent pas souvent, c'est des jeux aussi qui se calibrent pas aux exigences d'un certain marketing visuel. Bon, je pense notamment aux youtubeurs qui sont devenus les nouveaux prescripteurs. En général, quand tu veux faire des ventes maintenant sur Steam, il faut que tu aies un Twitcher ou un YouTuber qui parle un petit peu de ton jeu, etc. Mais pour que le Twitcher ou YouTuber parle de ton jeu, soit tu t'appelles Warner Bros et tu fais un deal avec, soit il faut avoir quelque chose de très visuel qui va pouvoir un peu épater la galerie, etc. Et ça ne correspond pas forcément à tous les jeux, notamment à toute une catégorie de jeux narratifs, introspectifs ou ce genre de choses-là, qui ont tendance à rester du coup dans le fond. Dans le fond de Steam, même si la presse en parle, parce que de toute façon la presse n'est plus du tout prescriptrice pour les jeux, pour les consommateurs. Donc voilà, il y a aussi ce phénomène-là qui joue en parallèle, quoi. Je raccroche plus les wagons par rapport à une question de Théo qui remonte, mais qui ne concerne pas la Switch.
C'était par rapport au fait que s'il y avait des choses qui pesaient d'un point de vue artistique sur ce qu'on peut faire sur un jeu, etc., en termes de concept ou d'innovation. Le marketing et la presse et les Twitchers, YouTubers ont énormément influé sur la manière dont on fait aujourd'hui des jeux. Et parce que il faut qu'on fasse des jeux qui soient intéressants à regarder, des jeux qui soient aussi intéressants pour éventuellement les streamers, etc., à streamer, que ça soit un intérêt pour eux d'y jouer longtemps, et que le fait d'y jouer longtemps, ça ne plombe pas votre jeu non plus. Parce qu'il y a des jeux qui souffrent aussi du streaming, dans le sens où si tu peux finir le jeu sur YouTube, c'est un problème en soi, parce qu'une fois que tu l'as fini sur YouTube, tu vas pas l'acheter. Donc c'est toute une façon de penser aussi qui va influer sur la manière dont on crée des jeux, dont on fait aussi dans les gros jeux, il y a ce qu'on appelle la first hour experience, c'est-à-dire que les gros éditeurs, ils vont se concentrer beaucoup sur les premières heures de jeu, parce qu'ils savent que ça va être aussi ce qui va être le plus joué et le plus montré. Et donc du coup, c'est important de mettre le polish le plus important sur cette partie-là. Et que après ça peut se casser la gueule. Enfin, un exemple monumental de ce genre de truc, c'est Final Fantasy XV, qui le début il est cool et après ça devient une catastrophe ambulante. Mais non, ce jeu a marché ce jeu a marché commercialement, mais pour moi c'est une catastrophe industrielle. Non, je peux pas te laisser dire ça. Final Fantasy XV. Attends, j'avais une remarque, Nicolas. En fait, je voulais. Non, mais c'est pas sur Final Fantasy. Je m'en fous. Je m'en branle de Final Fantasy. Je voulais juste répondre tout à l'heure à ta question. Tu sais, par rapport à Steam et l'accueil, parce qu'on a beaucoup parlé de l'algorithme de Steam, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, c'est comme sur Google, c'est-à-dire qu'en fait, ça détermine ce que vous voyez. Il faut pas oublier que quand vous dites que vous aimez un jeu sur vos wishlist Steam, que vous mettez un jeu, etc. En fait, à la manière de Google, il va commencer à lui-même choisir les résultats qu'il va vous montrer. Ce qui fait que si tu joues à des jeux indés, il va te montrer des jeux indés. On va retrouver en fait assez rapidement les mêmes dérives qu'on a avec YouTube, c'est-à-dire que tu regardes une vidéo d'un chat et tu finis avec une vidéo d'un nazi. Et en fait, sur Steam, maintenant, on a la même chose. Moi, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que j'avais dit il y a 1 ou 2 ans, il y a un jeu qui m'intéressait pas. Et du coup, je ne l'ai jamais vu popper dans ma home de trucs. Et ce jeu-là, c'était Subnautica, qui est mon jeu de l'année et mon jeu du cœur. C'est un des meilleurs jeux de ces dernières années. Et il y a 2 ans, quand il était en early access, j'avais dit, en fait, je m'en fous de ce jeu pour l'instant, ça m'intéresse pas, c'est un énième Minecraft-like. Et du coup, j'ai dû reprendre l'intégralité de toutes les listes des jeux que j'avais cliqué oui ou non sur Steam pour dire OSEF. Tu vois, genre, je ne dis plus rien parce que sinon, en fait, la home Steam, elle est plus comme avant où c'était un humain qui la mettait. La home Steam, elle est déterminée par ce que toi tu fais. Donc en fait, ça va juste renforcer ton biais de consommateur et tu vas plus être dans une logique de tu vas voir des jeux qui d'habitude ne t'intéressent pas, tu vas voir que des trucs qui t'intéressent. Un peu à la manière d'un Netflix, tu vois. Donc il faut faire attention avec votre manière de consommer Steam parce qu'en fait, c'est en train de... Enfin, c'est déjà exactement comme Google, c'est-à-dire que ça biaise et ça va vous donner des résultats qui ne sont pas forcément ce que vous voulez, mais ce qu'il va penser que vous voulez. Voilà, je voulais juste rajouter ça comme remarque. Pour Steam, ça va même plus loin parce que il fait aussi des inférences par rapport à ce que tes amis aiment bien. Et donc du coup, choisissez bien vos amis. Et les groupes que tu suis. Ouais. Et les groupes de curation, etc. Ça s'appelle, quand on fait de l'algorithmie de recommandation, on appelle ça le biais du glaçage. C'est-à-dire, si tu demandes à des enfants, voilà un carrot cake avec du glaçage dessus, qu'est-ce que vous adorez dedans? Ils disent moi je veux que du glaçage. Et si tu fais que du glaçage, c'est juste dégueulasse en fait. Et en gros, c'est un peu ça, c'est le truc de si tu ne recommandes aux gens que exactement la même chose que ce qu'ils consomment déjà, ça les dégoûte. Et donc il faut trouver, si tu veux, un juste input humain à l'intérieur des algos pour dire mais moi je sais que ce jeu-là est plus intéressant que celui-là, qu'à partir de cette branche-là, on peut partir vers autre chose pour mener en fait les jeux. Alors je vais pas vous dire des secrets un petit peu sur lesquels on bosse, mais dites-vous que moi ce que j'essaie de faire en ce moment, parce que Black Knot s'adresse aussi à des gens qui jouent pas, c'est de prendre des gens qui jouent au solitaire et de jeu en jeu les amener à autre chose. Genre, est-ce que tu peux réussir à amener quelqu'un qui joue au solitaire jusqu'à Hearthstone? Est-ce que tu peux réussir à l'amener jusqu'à The Bridge ou à Limbo? Est-ce que tu peux et quel est le chemin de 10 jeux que tu vas pouvoir recommander pour mener les gens d'un jeu à l'autre? Donc tu gardes de l'humain, tu gardes de l'idée qu'il y a quelqu'un qui juge quand même la qualité et en gros ce qu'il pense que tu pourrais aimer à partir de tel jeu.
mais aussi de la reco plus horizontale. Et en fait, en gros, on retourne sur des livres dont vous êtes le héros, où tu fais des trucs à branches à l'infini, quoi. Ouais, moi, après, au-delà, moi, je prêche pour ma paroisse, mais j'ai envie de dire, limite, bon, les algorithmes, c'est très bien, ça peut avoir des très bonnes inspirations, mais il y aura, à mon avis, il n'y a rien de mieux que de lire et de se renseigner auprès des proches. Lisez la presse, faites-vous votre idée, soyez curieux, voilà, sortez de l'écosystème, en fait, numérique et algorithmique. Et ouais, je prêche pour ma paroisse, mais bon, je pense qu'il n'y a vraiment pas mieux que ce moyen de parler jeux vidéo avec d'autres gens, parce que voilà, les algorithmes, ça a leurs limites aussi, quoi. On a encore le temps pour une remarque ou une question. Donc, est-ce que dans le public, il y a quelqu'un? Oui. Oui, jeune homme. Bonjour. Encore lui. Encore moi. Ouais, moi je suis d'accord, c'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Tout ce qui est curation, algorithme et tout ça, ça me gave un peu parce que j'ai envie de me dire que du coup, on a l'impression déjà que les gens ont du mal à avoir la motivation de chercher leur jeu, de chercher des choses nouvelles ou quoi. Si on commence à avoir des systèmes qui le font à leur place, quand est-ce qu'ils vont le faire? Enfin, on voit que la presse finalement, elle a plus du tout d'impact sur les ventes parce que les gens la lisent de moins en moins, ou en tout cas lui donnent de moins en moins d'importance. Les algorithmes ont commencé à choisir leur jeu à leur place. La curation va leur dire moi je suis mieux placé que toi pour savoir qu'est-ce qui va te plaire. Est-ce que le plus important en fait pour un développeur indépendant ou même pour un publisher, ce serait pas d'aller vers les gens en essayant de les amener vers leur jeu en fait, et pas juste en leur disant ah c'est sûr ça va te Tu plaire. veux dire faire de la publicité? Mais bien, de la bonne publicité. Mais de la bonne. Non, parce qu'il y a la bonne publicité où tu fais de la publicité et après, mais c'est une mauvaise publicité. Et la mauvaise publicité où tu fais de la pub, mais après, voilà, non, mais c'est de la mauvaise publicité. Non, mais voilà, le truc c'est que la presse, je sais pas trop si elle sert encore à quelque chose, et ça me peine puisque moi je le fais au niveau indépendant. De sélectionner des jeux et de les montrer aux gens, ça marche pas des masses non plus. Mais en même temps. Non, mais c'est un truc de ouf parce qu'on vend plus de jeux qu'on n'en a jamais vendu dans l'histoire du monde. On fait des milliards et des milliards. Et la presse dit qu'on sert plus à rien. Les Twitchers disent on sert à rien. Les YouTubers disent on sert à rien. Il y a des éditeurs qui disent non, mais la pub ça sert à rien de faire des Google Ads. En gros, tu as l'impression que personne ne sert à rien, mais il y a quand même des milliards de gens qui jouent aux jeux vidéo. Non, par exemple, tu as toujours des pôles importants. Mais par exemple, sur Twitch, je trouve ça dommage qu'on n'aille pas voir les plus petits sur Twitch. Moi, par exemple, je suis que des... À part certains dans cette salle, mais sinon, j'en suis que certains qui ont... Voilà. Il y en a d'autres aussi dont je suis qui ont quoi 30, 40 spectateurs par jeu. C'est ça qui est marrant. Pardon, c'est un microcosme de jeu vidéo. C'est un truc de fou. Tout le monde se connaît dans l'audience. Et en fait, ils ont 30, 40 spectateurs, mais le stream est vachement important. Et finalement, les devs, quand ils viennent sur ces... Rarement. Sur ces streams, ils se rendent compte que c'est très très intéressant et vachement plus intéressant que quand tu as 1000 spectateurs. Parce que tu vas peut-être vendre moins, mais tu vas apprendre plein de choses sur ce que tu fais. Et peut-être qu'il est là aussi le truc, c'est que si tu commences à essayer de collecter des avis et de vraiment parler aux joueurs, peut-être qu'après tu sauras mieux vendre ton jeu. Ben, mon bon monsieur, laissez-moi vous dire que la grande problématique de ça, c'est que quand des gens qui ont 30 viewers, il y en a 5000 tout le temps. Et que donc forcément pour les gens qui développent des jeux, moi quand je développe des jeux et que je veux avoir du feedback sur les gens qui sont en train d'y jouer, et je vais de temps en temps voir des toutes petites chaînes, mais des toutes petites chaînes, il y en a des millions. Et donc c'est chaud de trouver laquelle, et c'est assez rare que... Enfin, c'est donc statistiquement assez rare que je tombe sur la tienne. Plutôt que je ne fais pas la mienne par contre du coup. Non, mais parce que tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire moi je fais du A, donc c'est pour m'amuser moi. Non, mais c'est juste pour dire les notions d'échelle et de succès. C'est aussi un truc où plus tu descends dans le nombre d'abonnés, plus il y a de gens à aller voir, quoi. Et ça, les développeurs, ils sont en nombre limité, ils peuvent pas. En gros, il faut que les développeurs fouillent Steam pour trouver les gens qui fouillent les jeux, qui trouvent leurs jeux. C'est ça, ouais. D'accord. C'est un peu un délire comme ça. Non, mais aussi, si il y a dans la salle des gens qui parlent de jeux, qui Twitch sur les jeux, qui écrivent sur les jeux, qui YouTube sur les jeux, dites-le aux devs, quoi. Enfin, moi, c'est hallucinant le millier de fois où tu dois chercher ton jeu sur Twitter et tu découvres qu'il y a en fait des milliers de personnes qui en parlent. T'es là, mais j'ai un handle Twitter, mais hâtez-moi les gens, dis donc.
Ouais, non, c'est ce que j'allais rebondir. C'est-à-dire que moi, depuis que je me suis sur Twitch, je m'amuse à me moquer de nos anciens collègues, enfin mes actuels collègues à Gamecult. C'est que des fois, ils sont là, oh, t'as déjà le jeu. Bah oui, en fait, j'ai envoyé un mail au mec, quoi. Tu vois, il y a un jeu qui me plaît, je vais regarder, je vais regarder, je vais faire ma veille au quotidien, regarder les jeux qui m'intéressent. Quand je tombe sur un truc qui est cool, le type, il a forcément un Discord ou il a forcément un Twitter et il a surtout forcément un mail. Bah, tu lui dis bonjour, je suis un petit streamer, je suis pas gros, mais si tu peux m'envoyer ton jeu, ça serait super cool. Et bah, c'est comme ça que j'ai 80% de mes jeux en fait. Suffit, tu les contactes. De toute façon, ils sont contents les devs. Hein. Tu as envie de parler de leur jeu, eux ils reçoivent un mail et en plus tu leur demandes un truc. Alors que eux d'habitude ils envoient une newsletter Mailchimp et il y a personne qui l'ouvre, tu vois. Donc ils sont contents en fait si tu leur demandes un truc. Toi qui regardes du Itch.io à longueur de journée et on le sait puisque tu t'en parles sur GSS, faut que tu les contactes pour essayer de les faire venir sur ton live, de les faire venir sur des trucs. Moi c'est comme ça que je me retrouve à avoir les mecs de Motion Twin qui viennent sur mon stream et au final j'ai écrit un bouquin sur eux, tu vois. Mais au départ c'était pas du tout dans cette logique là. C'était juste de dire putain votre jeu il est cool, vous êtes français, je suis français, faisons un truc ensemble. Et pourtant, moi j'ai 200 viewers max, tu vois, donc je suis moi-même minuscule à l'échelle de Twitch. Les mecs à 30-40 c'est encore pire, mais moi je suis aussi dans une espèce d'enfer où je deviendrai jamais un gros, mais c'est pas grave. Parce que même 200 personnes, ils sont contents les devs. Moi, je suis peut-être pas représentatif par rapport à ça, mais régulièrement, je vais voir des streams, etc. sur nos jeux, quoi. Généralement, quand je vois des trucs sur Twitter qui passent en mode je vais streamer le jeu, etc. Même si c'est quelqu'un qui a 3 abonnés, etc. Ça nous arrive souvent d'aller dedans et de dire coucou, etc. Et les gens sont super contents. Mais à l'inverse, il y a plein de streamers qui viennent pas vers nous, quoi. Il y a plein de gens qui nous signalent pas, etc. Alors que nous, on est complètement open et disposé à faire plein de trucs et à essayer de faire des choses. Mais même les plus gros, hein, on a des gros qui nous ont rien dit de spécial. Et même quand on leur envoie sur Twitter, quand on voit est-ce que vous avez essayé ce jeu-là, il faudrait peut-être qu'on le stream, etc. Et nous, on leur répond derrière, ou même on leur envoie un message privé, coucou. Je suis le développeur, dis-moi si je peux faire quelque chose, et que si on peut organiser un truc, etc. Moi, ça me ferait plaisir, il n'y a pas de souci. Bah, généralement, j'ai même pas de réponse, quoi. C'est assez bizarre. Ouais. Résultat, la leçon de ce soir, c'est parlez-vous les uns les autres. Parlez aux développeurs de jeux que vous aimez bien. Dites-leur que vous aimez bien leurs jeux, même si vous les connaissez pas. Regardez La vie de Jésus en animé, il y a une scène où il se fait clouer, c'est super gore. Et parlez à vos amis de jeux vidéo. Parlez à William de Itch.io. Parlez à William, il vous parlera d'Itch.io de toute façon, quoi que vous fassiez. Et lisez la presse, qui en a bien besoin, hein, à votre bon cœur, monsieur Dame, j'ai envie de te dire. Eh bien, je crois que nous allons terminer sur ces très belles paroles. Cette conférence et ce cycle de conférences du Festival européen du film fantastique de Strasbourg pour sa section jeux vidéo. Donc tout de suite, dans quelques minutes, je pense qu'ils ont encore besoin de quelques minutes de préparation, mais vous aurez droit à une Survival Horror Night, donc une nocturne dédiée. On ne pouvait pas ne pas finir sur un switch de micro. Une nocturne dédiée aux jeux d'horreur à l'étage et également du jeu d'horreur en bas sur vidéoprojecteur. Merci à tous de vous être déplacés et puis on espère vous retrouver à la Survival Horror Night. Vous pourrez retrouver cette conférence sur YouTube via les réseaux sociaux du Festival du film fantastique ainsi que du Shadok. Merci beaucoup, à très bientôt. C'était super intéressant.